Donc le fil conducteur ici aujourd'hui, enfin ce soir, donc c'est plutôt la notion d'autonomie que l'on utilise tellement dans le monde de la santé. Alors ce que je vais vous proposer, c'est deux réflexions en fait, une réflexion théorique et une réflexion pratique. Donc la première réflexion théorique, c'est d'abord de se demander, parce qu'avant de faire des discours sur l'autonomie, c'est quand même le minimum évidemment, c'est de se demander, mais est-ce que la notion d'autonomie que tout le monde comprend, hein, donc je ne vais pas vous dire ce que c'est, donc est-ce que cette notion d'autonomie finalement, est-ce qu'elle a du sens ou pas? Est-ce qu'on a raison d'entendre un patient, quand vous avez un patient devant vous, est-ce qu'on a raison de l'entendre en se disant, ben voilà, le gaillard, il est autonome, hein, il est majeur et vacciné, et donc ben, il faut le considérer, il faut l'entendre comme quelqu'un d'autonome qui dit ce qu'il veut, qui dit ce qu'il ne veut pas, et donc c'est comme ça que je dois rentrer en relation avec lui éventuellement. Donc est-ce que la notion d'autonomie que l'on projette hein, sur l'autre qui nous parle, est-ce que c'est justifié, oui ou non? Et une fois qu'on aura répondu à cette question, il y aura une deuxième question, mais qui alors là est pratique. C'est tout simplement, bon ben maintenant on se retrouve devant des gens qui viennent avec des demandes, hein, parfois farfelues, parfois compliquées. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Comment se positionner pour respecter cette fameuse autonomie que l'on prête donc aux patients? Donc là c'est plus une question de cuisine si vous voulez, où on vous dira dans le jargon, c'est plus une question alors d'éthique. Hein, c'est-à-dire ben voilà, comment se comporter effectivement, comment s'ajuster éventuellement face à quelqu'un qui vient avec des revendications particulières. Donc un volet plus théorique et un volet plus pratique par conséquent. Donc je commence tout de suite par le volet plus théorique qui est peut-être interpellant, enfin je ne sais pas moi ce que vous avez déjà lu sur le sujet, mais je vais commencer par deux situations où on nous apprend, en tout cas on a dû vous apprendre, à entendre ces situations et à rentrer en relation dans ces situations, donc à les entendre comme l'expression de l'autonomie de la personne qu'on a en face de soi. Premier cas de figure, donc deux situations. Le premier cas de figure, c'est, donc j'espère ne choquer personne en prenant ce cas-là, de toute façon le but c'est pas de choquer du tout, mais prenons le cas donc d'un témoin de Jéhovah. Hein, donc je ne sais pas, peut-être qu'il y a des témoins de Jéhovah ici, mais enfin, en règle générale, ce n'est pas le cas, parce que la différence, hein, si on n'est pas soi-même témoin de Jéhovah, la différence fait que du coup il y a un problème qui apparaît évidemment. J'aurais pu prendre un musulman ou j'aurais pu prendre autre chose, peu importe ici. Hein, mais enfin, témoin de Jéhovah, c'est un cas d'école, ça permet d'aller vite. Vous êtes face à un témoin de Jéhovah qui vous dit, hein, vous connaissez la chanson, je ne veux pas de transfusion. Mais comment doit-on entendre ça? Donc, normalement, on vous dit, écoutez, c'est la liberté des gens. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise d'autre? Donc, le type est majeur, pourvu qu'il soit majeur, ce serait un enfant, ce serait autre chose. Mais il est majeur, voilà quelqu'un qui est autonome, effectivement, qui est libre, et qui peut demander ce qu'il demande, effectivement. Et donc, voilà quelqu'un que je dois considérer comme autonome dans sa demande et que je dois respecter pour cette raison-là. Il est libre, il a le droit d'exercer sa liberté comme il l'entend, et il peut refuser un soin, effectivement. Vous pourriez avoir la même chose avec un musulman, par exemple, donc pour ne fâcher personne. Donc quand vous avez, par exemple, dans les cas d'école qu'on nous raconte à nous quand on va dans les comités d'éthique, la personne, donc monsieur, bien souvent, qui refuse que ce soit un médecin qui soigne sa femme. Ben voilà, de nouveau, on vous dira, bien que là c'est plus difficile parfois concrètement, mais on vous dira, mais écoutez, chacun a le droit de demander ce qu'il souhaite, c'est son autonomie à lui, c'est sa liberté. Et par conséquent, qu'est-ce que vous voulez? Si on peut répondre à sa demande, il faut répondre à sa demande. Si maintenant il y a urgence et qu'on ne peut pas, tant pis pour la demande, et on sauve évidemment hein, l'épouse qui fait une hémorragie ou que sais-je d'autre. Mais si on peut répondre à la demande, la politique de pas mal d'hôpitaux, c'est on essaye de répondre à la demande, bien évidemment. Donc ce sont deux situations. Enfin, c'est une première catégorie de situation donc, où on va parler en termes de respect de la liberté de la personne que j'ai en face de moi, ou respect de son autonomie, de décider ce qu'elle souhaite. Et pourtant, en même temps, et c'est là qu'il y a un problème pour moi, c'est que, et pour pas mal de soignants, c'est que autant je dois penser, je dois me convaincre qu'effectivement j'ai quelqu'un en face de moi qui sait ce qu'il dit et qui, pour cette raison-là, est donc autonome. Mais en même temps, c'est pour ça que j'ai pris ces exemples, évidemment ça permet d'aller vite, comment ne voulez pas vous voir que la personne que vous avez en face de vous, en réalité, c'est quelqu'un qui vous demande ce qu'elle vous demande, non pas parce qu'elle est libre et non pas parce qu'elle est autonome, mais parce qu'au contraire, elle est dépendante, hein, si on veut jouer avec les mots, elle est dépendante de tout un système de croyances qui se respecte par ailleurs, le problème n'est pas là, mais en tout cas, elle est tellement prise dans un réseau de croyances qu'elle n'a plus de liberté de demander autre chose. Hein, essayez de vous mettre dans la peau 2 minutes d'un témoin de Jéhovah, c'est une évidence que ce n'est pas de transfusion.
Et il n'y a pas de plan B, enfin si, on peut chipoter aujourd'hui, on sait bien qu'il y a des progrès, mais il n'y a pas de plan B dans la demande, en tout cas c'est non, pas de transfusion, c'est pas possible. Et donc la question, hein, vous voyez où je veux en venir, c'est comment peut-on dire, il faut bien respecter la liberté des gens, alors que exactement dans le même moment, ce que vous entendez, c'est quelqu'un qui n'est plus libre de demander ce qu'il veut. Il n'y a pas de choix pour lui, c'est sa revendication. Donc, est-ce qu'il y a oui ou non autonomie ou liberté? Ici, c'est plutôt une question de liberté. Est-ce qu'il y a liberté dans la demande que vous entendez à ce moment-là? Pourtant, hein, vous pouvez lire les manuels d'éthique, on vous dira, on est censé respecter la liberté des gens qui ont le droit de demander ce qu'ils veulent, et par conséquent, c'est au nom de la liberté qu'on va respecter ces gens-là. Le philosophe, enfin, quand on réfléchit, il ne faut pas être philosophe pour ça. Hein. Donc quand on réfléchit, moi je suis payé pour le faire. Quoi. Donc c'est mon seul avantage. Quoi, hein. Oui, parce que tout le monde peut réfléchir. Hein. Donc c'est une arnaque en règle, hein, l'histoire des philosophes. Enfin bon, peu importe. Mais donc quand vous réfléchissez un peu, vous vous dites, oui, mais et quoi finalement alors? Liberté, pas liberté? Et à quoi je joue quand je justifie ma position au nom du respect de la liberté de l'autre? Elle est où? Alors maintenant, deuxième cas que je vous donne, qui est un cas peut-être plus délicat, mais c'est en réalité ce cas-là qui m'a amené à réfléchir. Donc il se fait que je travaille avec des équipes de soins palliatifs, et donc depuis des années, et il se fait que depuis la loi de 2002, déjà avant, en fait, on avait des débats là-dessus, donc il y a les demandes d'euthanasie, hein, qui effectivement parfois posent question. Bon. Donc il se fait qu'on m'appelle, moi ou des collègues, hein, donc je ne suis pas tout seul évidemment à faire ce métier-là, et on nous demande d'aider à réfléchir pour voir mais est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas, enfin bon voilà. Parce que ce n'est pas toujours facile, bien sûr. Donc ça, je vous raconterai des cas tout à l'heure. Bon, toujours est-il que, donc, on va dire, l'euthanasie, vous n'avez qu'à aller voir le droit, hein, c'est la même chose, c'est la même chanson. Hein. Dans le droit, c'est stipulé, effectivement, pourquoi faut-il entendre, et si du moins le médecin est d'accord, faire l'euthanasie, hein, puisqu'on peut refuser de le faire, bien entendu. Mais donc, pourquoi faut-il faire éventuellement? Qu'est-ce qui justifie tout ce droit qui permet la demande d'euthanasie? C'est la liberté des gens qui ont le droit, effectivement, de choisir comment ils veulent mourir. Alors tout n'est pas possible, on sait bien, il y a des conditions fixées par la loi, je ne vais pas vous parler de la loi, ce n'est pas ça l'enjeu ici, mais en tout cas ce qui justifie la loi et le fait qu'on le fasse, c'est le respect de la liberté des gens qui ont quand même, c'est le minimum, hein, la liberté de choisir la manière de mourir. Bon. Dans tous les cas que moi je connais, donc je ne connais pas tous les cas, c'est une évidence, mais dans tous les cas que je connais, où j'ai donc été amené à suivre un peu de près, hein, pas à travers les médias, mais d'un peu près donc des équipes qui me racontent la situation, etc., etc., eh bien, je dois vous avouer que c'est le même problème que pour le témoin de Jéhovah, mais posé autrement ici. Hein, c'est que, d'accord, c'est vrai que c'est un droit, c'est une liberté que l'on a, donc ça c'est le discours officiel qui est consacré dans le droit, mais en attendant, toutes ces personnes pour qui j'ai eu un aperçu de la vie et de la demande, ce sont des personnes en réalité qui demandent, qui en viennent à demander à mourir, à ce qu'on mette un terme à leur existence, parce qu'en réalité, et à un moment donné ça sort souvent, hein, elles n'en peuvent plus d'être dans la situation dans laquelle elles sont. Soit c'est la peur, hein, si vous prenez de Duve ou que sais-je, c'est la peur de ce qui va arriver, hein, qui fait qu'avant que ça devienne une catastrophe, je veux terminer ma vie maintenant, mais c'est bien parce que je suis poussé, pour le dire simplement, par la peur de ce qui peut m'attendre, que du coup, il n'y a pas d'alternative, il faut en finir. Pour moi, c'est trop dur, enfin. Hein, je ne veux pas être ceci, cela pour mes enfants, pour pas... Enfin bon, ça peut être des souffrances, ça peut être toute une série de choses qui appartiennent aux gens, donc ça on n'a pas à juger évidemment, mais quand vous écoutez ces demandes d'euthanasie, donc on nous demande d'y voir l'expression d'une liberté qu'il faut donc respecter, mais en réalité ce que l'on entend au moment même où on croit y entendre de la liberté, c'est en fait quelqu'un qui n'a plus aucune possibilité de demander autre chose. Et la preuve en est, s'il vous fallait une preuve, hein, par rapport à ce genre de choses, ce sont quelques cas rares, enfin, à ma connaissance en tout cas, ce ne sont pas des cas fréquents, mais où, quand on parvient effectivement, par exemple, donc quand vous avez des gens qui demandent l'euthanasie parce qu'ils souffrent terriblement, donc ils sont dans une impasse, et respirer une fois de plus, c'est une souffrance de plus. Eh bien, il suffit évidemment qu'on essaye encore quelque chose, une sédation, enfin pas une sédation, mais enfin en tout cas un antidouleur ou que sais-je, et qu'on arrive finalement à diminuer la douleur de ces gens-là, vous avez enlevé la cause, et évidemment, ce sont des gens qui suspendent leur demande. Et puis, quand ça redevient un calvaire, évidemment, ils vont y revenir. Mais comme quoi, ce n'est pas un choix sans raison, un choix libre, hein, qui ne dépendrait de rien. C'est bien parce que je suis, à un moment donné, dans la souffrance qui est tellement intenable pour moi que je vous en supplie, faites quelque chose. Ou sinon, je me jette par la fenêtre. Mais il faut que ça cesse. Et c'est donc une nécessité à laquelle on est confronté. Ce qui, pour moi, ceci dit au passage, signifie, mais enfin bon, ça c'est une conclusion que moi je tire, il faut d'autant plus entendre ces gens-là. Parce que si vous en faites un problème moral de liberté, c'est vrai, ça on peut comprendre ceux qui sont contre l'euthanasie, qui disent, ben non, il faut discuter avec la personne pour la convaincre de ne pas le faire.
Comme si c'était une question de choix, quoi. Si vous lisez Saint-Augustin, par exemple, Kant, pardon, mais Saint-Augustin parle aussi, mais si vous lisez Kant, enfin bon, on s'en fout, il ne faut pas le lire, sauf si vous avez des insomnies, parce que là, tout d'un coup, ça va... Mais c'est vrai que dans les questions morales, il aborde cette question-là. Le type qui veut se tuer, est-ce qu'il faut l'aider ou pas? Et alors, c'est tout à fait étonnant, parce que comme il en fait un problème de liberté, il vous dit, le type qui veut se tuer, c'est un type qui fait des erreurs de raisonnement. Je suppose que vous avez déjà rencontré des gens qui veulent en finir. Quand vous êtes devant quelqu'un qui veut en finir, c'est la dernière chose qu'on va aller lui dire, quoi. C'est pas devant ça qu'on est, on n'est pas devant une liberté qui choisit mal parce qu'il réfléchit mal, c'est quelqu'un qui est devant une telle nécessité, pour des raisons qui lui appartiennent de nouveau, que c'est pas un raisonnement, il faut le faire, enfin, et le plus vite possible, etc., selon les circonstances, bien évidemment. Donc, de nouveau, dans l'euthanasie, ce qui m'a toujours interpellé, donc à force d'être impliqué dans des histoires comme celle-là, c'est quand on se demande, mais est-ce que l'on a bien quelqu'un qui est dans des conditions libres, effectivement, pour demander sa fin de vie, pour organiser sa fin de vie? Vous vous rendez compte qu'en réalité, il n'y a pas de liberté, en tout cas, moi, j'arrive pas à la trouver. On voit plutôt une nécessité, donc on dira par opposition un déterminisme, si vous voulez, une souffrance telle que l'on ne peut que demander d'en finir effectivement. Ça veut dire quoi? À partir de ces deux cas-là, donc c'est à partir de là que moi j'ai commencé à réfléchir à cette notion d'autonomie qui était une espèce de lieu commun de la pensée. Évidemment qu'on est autonome, évidemment qu'on est libre, et donc évidemment qu'il faut respecter ça. Mais quand vous avez tous ces cas-là, donc tout d'un coup ça devient interpellant, et on ne sait plus très bien de quoi on parle finalement quand on parle d'autonomie. Vous connaissez la petite phrase de Camus qui dit « Mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde ». Vous avez déjà entendu ça, cette petite phrase qui est une belle petite phrase de Camus. Et c'est vrai que du coup la question que je me suis posée, c'est mais à être formaté, à penser ces relations, à rendre compte de ces relations et à rendre compte de ce que l'on fait au nom du respect de l'autonomie des gens, est-ce qu'on n'est pas en train de mal nommer ce qu'on est en train de vivre, et de telle sorte qu'on devient fou? On devient schizo, c'est-à-dire que je vis un truc, mais je dis l'inverse, quoi. Et c'est vrai qu'à la longue, c'est intenable, quand votre discours ne cadre pas quand même avec ce que vous vivez. La seule manière de continuer à avoir le discours officiel et de tenir bon face à la réalité, c'est faire quoi? C'est de nier la réalité. Donc c'est ce qu'on appelle faire du déni, quoi, si vous voulez. Je continue, je suis dans ma bulle et je vois, les gens sont libres, et je dis que les gens sont libres, et je n'écoute même plus les gens, quoi. Et je leur projette constamment, c'est votre liberté, c'est votre problème, décidez. Et on projette et on n'entend plus toutes ces souffrances ou toutes ces situations que je viens de vous décrire ici, bien évidemment. C'est un peu, j'ai une image pour ça, ça ne vaut rien du tout, mais enfin c'est pour simplifier le propos. C'est un peu comme si vous aviez un mot qui est un triangle, et c'est avec ce mot qui est un triangle qu'on vous demande de parler de rond. Ça ne cadre pas, quoi. Alors vous allez chipoter pendant des heures, mais ça ne va pas, quoi. Comme on dit, en Namur on dit ça ne va pas, donc ça ne va pas, bien évidemment. Donc la question, du coup, vous comprenez, c'est une question théorique, évidemment, ça devient une question philosophique, on va essayer de comprendre un peu, mais finalement, cette histoire d'autonomie, est-ce que ça existe ou pas? Et donc ça, il faudrait que vous me le rappeliez si j'oublie. Imaginons que la conclusion à laquelle on arrive, c'est peut-être que ça n'existe pas. Il y a une question subsidiaire, évidemment, que je risque d'oublier, donc je vous le dis déjà comme ça, c'est de votre faute si on n'en parle pas. Donc c'est, oui, il n'y a pas que moi qui dois avoir des ennuis ici. Comment? Donc c'est tout simplement, oui, mais alors pourquoi on nous fait croire qu'on est autonome? Donc imaginez que la conclusion, ça soit dans le fond, personne ne l'est, mais alors comment ça se fait qu'on y croit? Parce qu'il ne suffit pas de dénoncer, il faut encore comprendre comment on en est venu, nous, à penser que néanmoins les gens sont libres ou sont autonomes, évidemment. Alors, comme l'autonomie et la liberté, ce n'est pas tout à fait la même chose. Les deux concepts sont liés, mais ce n'est pas tout à fait le même aspect. Donc ce que je vous propose de faire ici, dans la petite approche théorique, c'est d'interroger d'abord la notion d'autonomie, et puis on interrogera la notion de liberté, pour voir si ça tient la route et si on a raison de se penser libre, de se penser autonome, et de penser les patients, ou les collègues, ou que sais-je, libres et autonomes eux aussi. Donc on va commencer par la notion d'autonomie, pour ne pas tout mélanger, parce que je vous dis, ce n'est pas tout à fait quand même la même chose, bien évidemment. Donc qu'est-ce que l'autonomie? L'autonomie, c'est, normalement, dans le langage ordinaire, autonomos, donc c'est celui qui se donne à lui-même ses propres règles, si vous revenez au grec ici, donc ça veut dire celui qui ne dépend de personne, c'est celui qui se gouverne lui-même. Et c'est ce qu'on vous dira donc dans les cas éthiques, quelqu'un qui vient avec une demande, pour reprendre les cas que je vous ai racontés, le témoin de Jéhovah qui décide de ne pas être transfusé, on imagine donc que c'est quelqu'un qui décide par lui-même, il ne dépend de rien, et il assume, il décide par lui-même, donc le choix qu'il aurait posé apparemment.
Alors, la question est la suivante. Donc, probablement que chacun d'entre nous ici, donc on abandonne les témoins de Jéhovah, donc on va réfléchir par rapport à nous-mêmes d'abord. La majorité d'entre nous ici, probablement que spontanément, on se dirait autonome. Alors, on sait bien qu'on n'est pas autonome pour tout, évidemment, hein, on peut toujours gratter, mais probablement que vous avez l'impression que dans votre vie ordinaire, vous pouvez poser des choix par vous-même, vous ne dépendez de personne pour ça, ce sont bien vos choix à vous, et vous pouvez régler votre vie comme vous l'entendez, par exemple en vacances, les week-ends, ou je ne sais pas quoi, enfin quand vous ne travaillez pas. Dans le monde du travail, c'est un peu différent, hein, donc là c'est vrai que l'autonomie, là, mais dans la vie ordinaire, en tout cas, on a l'impression d'avoir une certaine autonomie, bien évidemment. Alors il y a une question, c'est une question piège évidemment, qu'on doit se poser quand on se dit, moi, je veux bien que M. Lonnieux nous dise qu'on n'est pas autonome, mais enfin, moi, je me sens quand même autonome, il ne faut pas exagérer, bien évidemment. Donc, partant de là, il y a une question qu'on doit se poser qui est, question vicieuse donc, qui n'a l'air de rien, mais qui est, n'y aurait-il pas par hasard des conditions qui font que vous avez l'impression d'être autonome? Donc, est-ce que vous êtes autonome par vous-même? Ou bien, puisqu'on a quand même l'impression d'être relativement autonome dans notre vie, eh bien, donc la question, c'est est-ce que ça ne dépend pas, et donc vous voyez où est le problème, hein, est-ce que ça ne dépend pas de certaines conditions qui doivent être remplies pour qu'on puisse se vivre comme quelqu'un d'autonome? Mais vous comprenez, donc pour être très clair, donc si pour être autonome, pour se sentir autonome, pour avoir l'impression d'être autonome, vous dépendez de certaines conditions, c'est que vous êtes dépendant. Et que l'autonomie n'est qu'une impression, évidemment. Alors, je ne vais pas vous faire des théories philosophiques ici, je vais rester très empirique. C'est vrai que quand vous réfléchissez à notre vie, donc j'ai l'impression de pouvoir mener plus ou moins mon existence comme je l'entends, pas pour tout, mais enfin pour première condition qui doit être remplie, ça me semble être une évidence, c'est d'abord que j'ai la santé qui le permette. Par exemple, donc ça veut dire deux choses. Par exemple, donc être autonome, aller où je veux, me déplacer comme je l'entends, pour prendre des choses très concrètes, c'est parce que mon corps suit, évidemment, hein, donc c'est une évidence. Et puis, c'est de pouvoir décider pour moi-même, bien sûr, donc ça veut dire qu'il faut que ma tête aussi suive. Hein, donc prenez un contre-exemple pour que vous voyez comment on réfléchit ici. Imaginons qu'on vous diagnostique maintenant une démence. Quand vous discutez avec des gens chez qui le diagnostic est posé, c'est vrai que, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre, hein, forcément que ça sort tout seul. Hein, donc ce sont des personnes qui vont vous dire, oui mais quoi, je vais devenir complètement dépendant alors. Hein, donc c'est la perspective de devenir quelqu'un qui n'a même plus conscience de rien du tout, qui ne reconnaît plus ses proches et qui devient dépendant de ce que les gens vont décider pour lui, enfin. Donc c'est vrai que pour ne pas être dans cet extrême, il faut que j'ai la santé mentale qui me permette d'avoir plus ou moins conscience de ce qui m'arrive et de pouvoir par conséquent poser des choix en conséquence, évidemment, dont je garde la mémoire, hein, etc., bien évidemment. Donc c'est dépendre d'un certain niveau de santé qui fait que du coup je peux me vivre. Hein, dites à un tétraplégique, tu es autonome. Le type va dire, tu te fous de ma gueule, enfin évidemment que je ne le suis plus, hein. C'est d'une violence inouïe, quoi, hein, parce que là je suis dans un état maintenant où, non, je suis dépendant. Donc voilà, donc première condition, c'est une évidence, il n'y a pas besoin d'expliquer ça longtemps, c'est la santé. Mais maintenant, pour que nous soyons en relativement bonne santé, parce qu'il faut aller un peu plus loin, il ne suffit pas de dire les choses comme ça, évidemment, hein, est-ce qu'il n'est pas vrai que dans le fond, vous et moi, nous dépendions donc, parce que le problème c'est pas de dépendre d'une santé qu'on aurait, hein, mais est-ce que ça ne signifie pas que nous dépendons donc de toute une série de gens qui travaillent et qui font que du coup nous pouvons avoir une bonne santé? Donc par exemple, j'ai un peu mal à la tête, c'est l'aspirine évidemment que je vais prendre. Hein, vous allez me dire peut-être qu'il ne faut pas prendre l'aspirine, mais enfin je vais prendre un truc, quoi, hein, donc vous me direz quoi. Mais voilà, donc je dépends des gens que je ne connaîtrai jamais d'ailleurs, mais qui sont ces gens qui font le médicament dont j'ai besoin pour pouvoir rester plus ou moins lucide et ne pas commencer à avoir mal à la tête, etc., etc. C'est ce que vous mangez. Il y a des gens qui travaillent et qui font que ils font de la nourriture plus ou moins potable. Et on peut être vite empoisonné, hein. Il y a quelques scandales de temps en temps quand même qui apparaissent, et c'est tous ces gens-là qui font leur travail plus ou moins correctement qui fait que du coup moi je continue à être en bonne santé et que j'ai l'impression d'avoir toute ma tête et je peux continuer sans inquiétude particulière à mener ma vie, évidemment. Donc ce qui est vrai, c'est que quand vous êtes déjà rien qu'à ce niveau de banalité-là, on se rend compte que pour avoir l'impression d'être autonome, on dépend l'air de rien de toute une série de personnes qu'on ne connaîtra jamais, on mourra sans savoir qui c'est, mais néanmoins on dépend de ces gens-là. Il suffit qu'il y ait des petits malins là-dedans qui fassent effectivement des bêtises, et du jour au lendemain, ma vie peut être terminée. Ou je peux me retrouver avec un problème grave qui me fait perdre mon autonomie éventuellement, selon les conséquences et selon les circonstances, bien évidemment. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point,
c'est que c'est même plus évident que le premier en réalité, c'est que pour pouvoir mener notre vie plus ou moins comme on le décide, ben, ça vous le savez bien, il faut de l'oseille. C'est bien beau de dire hein, à un chômeur ou à quelqu'un qui est misérable, hein, qui a tout perdu, bah, t'es autonome, fais ce que tu veux, hein, comme l'autre Macron là, qui dit t'as qu'à traverser la rue, trouver du boulot. Vous comprenez bien, ben oui, c'est vrai que je peux traverser la rue, mais le boulot il ne tombe pas du ciel comme ça quand même. C'est-à-dire que pour avoir un salaire ou une allocation ou je ne sais quoi d'autre qui fait que du coup j'ai des ressources qui me permettent de poser des choix et de décider ce que je vais faire avec mon argent, ben, il faut que j'ai de l'argent. Donc il faut de nouveau tout un système ici avec des gens qui travaillent que de nouveau je ne connaîtrai peut-être jamais. M'en fous, moi, de ces gens-là. Enfin, je ne les connais, enfin, je m'en fous pas, mais je ne les connais pas. Mais toujours est-il, je dépends de leur travail pour que, de fait, à la fin du mois, j'ai mon salaire, pour que, de fait, il y ait un système social qui fonctionne, pour que ceci, pour que cela, bien évidemment. Et on dépend de ces gens-là. Il suffit que eux, ils jouaient au gilet jaune, là, là, on verrait la différence tout de suite, hein. Et là, tout le monde serait dans la rue, si eux ferment les robinets. C'est eux qui doivent vous se péter, c'est pas les autres, malheureusement. Eux, ça va être étouffé dans l'œuf, probablement, et puis c'est tout. Mais si ceux-là jouent, là, vous allez voir, hein, ça c'est une autre chanson, là, tout le monde va être avec un gilet noir, et c'est parti. Hein. Enfin bref, bon, toujours est-il que l'argent, c'est une évidence. C'est parce que nous avons des ressources que, du coup, j'ai l'impression que je peux décider où je vais ce soir, je vais aller au cinéma, je vais au restaurant, je vais ici, je vais là-bas. Enfin bref, de mener ma vie, d'offrir un cadeau à quelqu'un, enfin bref, de poser les choix hein, que je souhaite. Et puis, il y a une troisième condition évidente dans notre vie immédiate qui fait que nous avons le sentiment d'être autonomes. Et de nouveau, on n'y pense pas toujours, mais ce qui se passe en Europe, donc il ne faut même pas aller au bout du monde, hein, c'est ça qui est terrible, nous renvoie l'image que, attention quand même, c'est évidemment le contexte politique. Nous avons encore la chance de pouvoir dire ce que l'on veut, de pouvoir se déplacer sans problème, sans devoir justifier où on va, etc., etc. Mais vous n'avez qu'à regarder dans certains pays déjà en Europe et puis de l'autre côté des frontières, c'est pas évident du tout, hein. Et donc là, évidemment qu'on ne se sent pas tout à fait autonome de faire ce qu'on veut. Mais nous, voilà, nous sommes dans un système politique, donc avec des gens qui font plus ou moins bien leur travail aussi, et qui nous donnent l'impression qu'on reste plus ou moins libre de décider pour nous-mêmes. Donc ce que vous constatez quand on en reste ici à de l'empirique, hein, après vous avez toutes les théories philosophiques qui interrogent tout ça de manière savante, mais ça revient finalement à ce que nous disons ici, c'est que évidemment nous avons l'impression d'être autonomes pour toute une série de choses dans notre vie. Donc ça on ne peut pas le nier quand même, hein, mais on vous dira ce n'est que l'écume, que la surface de notre existence. Et que derrière cette autonomie, il y a tout ce qui rend possible le fait qu'on se vit de cette manière-là, et tout ce qui rend possible le fait qu'on se vive de cette impression, de cette manière-là, de telle sorte qu'on a l'impression que c'est bien ça notre vie, être autonome, eh bien c'est toute une série de dépendances. Et ce qui veut dire, ben ça vous avez déjà entendu ça, hein, donc c'est un lieu commun, on rejoint des évidences philosophiques en tout cas, la nature humaine c'est ne pas d'être autonome. Ça c'est un phénomène culturel. Notre société fait que nous nous vivons ainsi, que nous nous pensons ainsi. Mais on vous dira, la nature humaine, dans toutes les cultures, c'est ce qu'on observe, hein, c'est en réalité d'être interdépendant. Donc ce n'est pas la dépendance dans le sens de asservissement, etc. Nous sommes interdépendants, c'est pour ça que ça peut devenir violent, évidemment, et devenir de la soumission, mais c'est aussi l'interdépendance qu'on appelle la solidarité, qui fait que du coup, ben, on peut vivre sans trop se poser de questions, quoi, sans devoir se méfier de tout le monde en permanence, bien évidemment. Donc la nature humaine, c'est en fait non pas l'autonomie, mais ce qu'on appelle dans le jargon des philosophes, vous avez déjà entendu ces mots-là, hein, l'hétéronomie. Donc le fait qu'on dépend effectivement d'autres personnes. Quand vous dites, à propos, donc pour ceux qui ont des enfants, que Dieu nous en préserve. Enfin, si vous en avez maintenant, il faut faire avec. Donc pourquoi que Dieu nous en préserve? Parce que, donc, enfin petit nota bene, parce que ça peut choquer des gens, mais c'est parce qu'on aime nos enfants. Hein. Enfin, ses propres enfants, les enfants des autres, on s'en fout, mais nos enfants, on les aime bien. Et c'est l'amour qu'on a pour eux qui nous piège, évidemment. Hein. Si on ne les aimait pas, ce serait facile. Mais comme on les aime, on ne s'inquiète pas. Donc c'est pour ça que je dis, bref. Donc, quand on éduque nos enfants, on dit, dans le langage ordinaire, ben, on essaye, enfin on dit parfois, on essaye de les rendre autonomes. Ben, maintenant, vous avez compris que c'est une drôle d'expression, cette affaire-là. En fait, quand vous regardez ce que nous faisons dans notre culture à nous, de manière standard, qu'est-ce qu'on fait? On les met à l'école pour qu'ils puissent trouver un boulot, et c'est ça qu'on appelle être autonome. Ça veut dire quoi si vous traduisez dans un langage qui me semble correct? Ben, ça veut dire qu'en fait, ce que l'on fait quand on dit qu'on rend nos enfants autonomes, c'est qu'on fait en sorte qu'ils ne dépendent plus de nous parents, pour qu'ils puissent dépendre d'autres, du lieu de travail dans lequel ils vont s'intégrer, évidemment. On passe d'une dépendance à l'autre.
mais on ne devient jamais autonome. Hein, ou bien, je vais vous le dire autrement, parfois, quand je dois expliquer ces affaires-là à des étudiants, hein, donc voilà ce que je leur dis, parce que les étudiants, évidemment, sont parfois piqués, enfin, même les adultes, hein, sont piqués dans leur orgueil, hein, donc oui, mais je suis quand même autonome, je fais quand même ce que je veux, etc. Alors du coup, je leur réponds, eh bien, si vous êtes vraiment autonome, que vous ne dépendez de personne, eh bien d'accord, mais alors, avant de quitter la pièce ici, vous déposez ici tout ce qui ne vient pas de vous. Et donc, il y en a qui vont courir vite, hein. Évidemment que rien que le fait déjà d'être habillé... Alors, vous avez parfois des petites malignes, hein, parce que c'est souvent des dames qui disent « Oui, mais moi j'ai fait mes vêtements moi-même ». À quoi on doit répondre, évidemment, est-ce que vous avez fait les tissus vous-même? Évidemment que non. Il y a toujours bien un moment où on se rend compte qu'on dépend des autres, évidemment. Donc, l'autonomie, en fait, c'est un concept idéologique, purement idéologique. C'est une manière de se penser, c'est une manière de se concevoir, mais qui ne repose pas sur la réalité que nous vivons au quotidien. Et donc, du coup, je reviens à ma question de départ. Donc, comment ça se fait que, du coup, on s'obstine quand même à dire que les patients sont autonomes? Ils ne le sont pas plus que le médecin, pas plus que les soignants, pas plus que n'importe qui d'autre, évidemment. Enfin, les êtres humains ne le sont pas par définition. Maintenant, ceci étant dit, pour terminer avec cette première porte d'entrée, donc l'autonomie, maintenant, il faut quand même être un peu réaliste. Donc, quand on dit on n'est pas autonome, c'est vrai, mais malgré tout, il y a quand même une différence entre le fait que nous pouvons marcher, nous déplacer comme on le veut, et puis le fait de devenir, par exemple, si je prends un cas extrême, tétraplégique, évidemment, hein, ou dément, confus, ou je ne sais pas quoi. Donc, dire on n'est jamais autonome, d'accord, mais enfin, tout ne s'équivaut pas malgré tout. Quand vous réfléchissez à ces situations différentes qu'il faut pouvoir expliquer, enfin, sur lesquelles il faut pouvoir mettre des mots, eh bien, on se rend compte de ceci. C'est quand je deviens, par exemple, dément ou confus, on ne peut plus dire, quand vous êtes un peu rigoureux, hein, une fois qu'on commence à comprendre les choses, mais les habitudes sont plus fortes que tout. Hein, donc évidemment, on va continuer après comme on est rentré ici, mais quand vous essayez d'être un peu rigoureux, dans le fond, c'est vrai que quand on devient donc dépendant, on ne peut pas dire qu'on devient dépendant. Ce que l'on devrait dire, si tout ceci est juste, c'est que quand on dit « je deviens dépendant », en réalité, ce que je fais, c'est rendre visibles mes dépendances. Donc, nous tous ici, nous sommes apparemment autonomes, mais en réalité, ça veut dire quoi? Et c'est là qu'il y a deux situations quand même qui sont différentes. Hein. Il faut rendre justice quand même à ce que certains vivent et endurent. C'est que tant que nous sommes plus ou moins mobiles, en réalité, nous sommes bien dépendants, mais nos dépendances sont invisibles. Ce qu'il y a sur votre compte en banque, je ne le vois pas. Sur le mien, vous ne le voyez pas non plus. Je vois bien que vous portez des vêtements, mais ça fait tellement partie de notre culture qu'on ne le voit même plus. C'est même pas une question qui me montre que vous dépendez, évidemment, de tous ceux qui fabriquent des vêtements, etc. Ce que vous avez mangé, je ne sais pas. Enfin, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que nous sommes dépendants, bien sûr, mais on ne le voit pas, c'est invisible. Donc, quand on dit qu'on est autonome, en réalité, nous sommes dépendants, mais nos dépendances, on ne les voit pas. Par contre, quand tout d'un coup, pour prendre un exemple simple, je me casse la jambe, imaginez que je me sois cassé la jambe ce matin, je serais venu avec un plâtre, ou je ne serais pas venu du tout, remarquez bien, enfin bon, imaginons que je vienne quand même, donc je serais venu avec un plâtre, et là tout d'un coup, on voit bien que M. Longniot, manifestement, il est allé à l'hôpital. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, ça devient visible. Mais je ne suis pas devenu dépendant, j'ai simplement rendu visible des dépendances que je vis par ailleurs, mais qui sont discrètes en règle générale, et que personne ne voit, que personne ne relève, parce que ça fait partie de la vie standard, de n'importe qui, bien évidemment. Donc, il y a quand même une différence, mais vous voyez bien, quand on voit les choses ainsi, c'est curieux que notre culture soit telle que quand nos dépendances deviennent visibles, c'est parfois la honte. Et donc, on va expliquer cette honte en disant « mais j'étais tellement bien quand j'étais autonome, et maintenant je ne le suis plus ». Mais vous ne l'avez jamais été. Donc, c'est le fait de rendre visible qui est un stigmate qu'on porte et qui exclut les gens. Et donc là, évidemment, il y a du travail à faire, me semble-t-il. Une première manière donc de désamorcer le stigmate, c'est de montrer on ne passe pas d'un statut à un autre, c'est simplement la manière de le vivre, si vous voulez, qui va changer, bien évidemment. Ça, c'est pour l'autonomie. Donc, dire que les patients sont autonomes cause toujours mon gaillard. Je pense que c'est difficile à tenir une fois qu'on prend les mots au sérieux et qu'ils disent quelque chose. On voit bien que ça ne marche pas. Maintenant, vous avez le deuxième concept qui est proche de l'autonomie, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est la notion de liberté. Est-ce que l'homme est libre et le droit consacre cette liberté? Il faut la respecter. Donc quand vous êtes médecin, par exemple, ou soignant, eh bien les gens sont libres de demander ce qu'ils veulent dans les limites de ce que l'hôpital, évidemment, peut donner. Et il faut respecter cette liberté, point à la ligne, quoi, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on entend par liberté? Donc vous allez voir, ce n'est pas tout à fait la même chose que l'autonomie, même si ce n'est pas très éloigné. Donc si on doit jouer sur les oppositions, on va dire la liberté,
s'oppose plutôt à la notion non pas de dépendance, ça c'est pour l'autonomie, mais s'oppose plutôt à la notion de déterminisme. Donc soit on est libre, soit on est déterminé. Ce qui veut dire quoi concrètement? Dans votre vie, eh bien, soit je me sens libre parce que les décisions que je prends, c'est moi qui les prends, c'est tout. Ou bien je me sentirai déterminé quand on pourra dire que la décision que j'ai prise, évidemment, c'est à cause de ma famille. Et donc c'est ma famille qui me détermine. Par exemple, il y a des gens qui sont des gens gentils. Eh bien, le drame des gens gentils, évidemment, donc c'est que ça ne vaut rien ce qu'ils font, parce que ce sont des gens qui sont déterminés à être gentils. Donc les bonnes âmes, là, ceux dont on abuse toujours, je ne sais pas s'il y en a ici, mais donc voilà, parce qu'on sait bien qu'ils ne diront jamais non. Eh bien voilà, il y a des gens qui ont pris ce pli-là, c'est leur caractère, c'est leur tempérament, ils ne savent pas dire non, ils disent toujours oui. Ben on vous dira, ce type-là, évidemment, il n'est pas libre. C'est quelqu'un qui est tel, il a une telle sensibilité, un tel profil, que c'est quelqu'un, on sait bien à l'avance, qui va dire toujours oui, parce qu'il est déterminé par son caractère, par son histoire de vie, qui fait que voilà, c'est une bonne âme. Mais du coup, enfin, je vous dis, ça ne vaut rien ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que, évidemment, on vous dira sur le plan moral, mais ce n'est pas notre question ici aujourd'hui, mais que le bien qu'on fait moralement n'a de sens que quand on sait qu'on était capable de faire le mal et qu'on ne l'a pas fait. Là, alors, ça devient du bien qui vaut. Mais quand on fait du bien parce qu'on est incapable de faire du mal, les autres en profitent. Donc c'est une bonne chose, mais ça ne vaut rien. Parce qu'il n'y a pas de liberté derrière, évidemment. Donc, mais maintenant, la question, c'est de savoir si on est libre quand même. Enfin bon, donc je reviens à mon affaire. Donc, quand on dit qu'on est libre, c'est parce qu'il n'y a aucune cause derrière laquelle je peux me cacher pour dire « Ah ben non, c'était pas moi, c'était ma famille, c'était mon éducation, c'était l'hôpital, c'était le patron, c'était le médecin, ou je sais pas quoi. » Non, c'est moi qui ai posé l'acte. Et dans ce cas-là, je suis libre. Pas de cause qui m'influence. Par contre, je suis déterminé quand justement j'ai été contraint, bien évidemment. Donc l'exemple qu'on donne, donc je donne cours en droit, et un des exemples qu'on donne, qui est un exemple horrible en fait, donc au Rwanda, quand il y a eu les massacres là, donc il y a des histoires quand même, c'est à se demander si c'est possible. On vient chez vous, on menace votre famille et on vous dit, si tu ne vas pas tuer tes voisins, c'est ta famille qu'on tue. Il y a des gens qui ont été tués les voisins, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Donc il faut imaginer, c'est un cauchemar cette affaire-là. Mais est-ce que la personne qui a été tuée peut être tenue pour responsable? Elle peut être tenue pour responsable, donc c'est toujours le même raisonnement, ça c'est une base, on est responsable si on est libre. Mais ici, évidemment, ce n'est pas le cas, puisque c'était sous la contrainte que le type a été amené à faire ce qu'on lui demande, quoi, si vous voulez. Et donc, dans ce cas-là, la responsabilité, évidemment, est atténuée. Donc, ce sont des circonstances atténuantes qui sont telles ici que, évidemment, c'est le coupable. Le coupable, c'est qui? C'est celui qui a fait du chantage pour que l'autre aille tuer, évidemment. Parce que lui n'était pas obligé de le faire. Mais voilà. Donc, quand vous êtes dans ce scénario-là, vous êtes déterminé. On dira déterminé par une cause extérieure, bien évidemment. Une infirmière, donc ça c'est important, parce que vous pouvez traduire ça dans le monde de l'hôpital. Une infirmière qui reçoit un ordre d'un médecin, est-ce qu'elle est encore libre et par conséquent, est-ce qu'elle peut être tenue pour responsable? Pas sûr, Si l'ordre est tel que... Alors vous connaissez les relations humaines, moi je ne connais pas là où vous travaillez, mais enfin il y a des hôpitaux que je fréquente un peu plus. Dans les choses qu'on entend, c'est qu'on peut toujours dire qu'il y a la liberté de conscience de l'infirmière qui peut s'opposer à des trucs qui sont scandaleux, etc. Mais moi, ce que j'entends de la part d'infirmières, par exemple, c'est que n'empêche que si je ne fais pas ce que le médecin a dit, le lendemain, après, il faut travailler encore, quoi. Et donc, on est mal pris, quoi. Et donc, dire je suis libre de dire non à un médecin qui demanderait, ou à un collègue qui demanderait de faire des choses qui ne vont pas, cette liberté, on se demande bien parfois où elle est, évidemment, tellement les relations humaines, c'est des enjeux de pouvoir, etc., et qu'on ne fait pas ce qu'on veut, bien sûr. Enfin bon, donc liberté, c'est pas la même opposition qu'avec l'autonomie, autonomie, hétéronomie ou dépendance. Liberté, c'est soit je suis libre parce que c'est moi qui assume l'acte, et il n'y a rien derrière moi pour me cacher, pour dire, non, c'est pas moi, c'est l'autre, ou bien... je suis déterminé, c'est le déterminisme souvent qu'on va opposer, parce que c'est bien une cause qui a fait pression, qui m'a amené du coup à faire ce que j'ai fait. Alors du coup la question qui va se poser ici, donc si vous voyez bien l'opposition, c'est la suivante. Il y a une première question qu'on doit se poser. Donc on présuppose ici, si la définition de la liberté est juste, c'est de pouvoir poser un acte par soi-même sans être influencé par rien. Eh bien on présuppose donc qu'il y aurait des situations qui existent dans la vie où chacun d'entre nous, qui nous proclamons libres, nous pourrions poser des actes sans que rien, donc, ne nous détermine. Eh bien, question, vous avez 30 secondes pour répondre, c'est donnez-moi une seule situation où vous n'êtes déterminé par rien. Et vous allez voir que vous n'allez jamais trouver.
votre culture, votre âge, votre sexe, ce que vous avez mangé hier, vos idées, vos croyances, vos convictions. Mais comment voulez-vous vous en débarrasser? Vous êtes coincé, hein. Donc si la liberté, c'est vraiment, c'est moi qui décide. Hein, je suis l'auteur de ma vie, et je suis libre et je décide pour moi-même, et personne n'a rien à me dire. Cette situation-là où il n'y a rien qui m'influence, et c'est moi, ben, on attend encore une situation humaine où quelqu'un peut dire et peut montrer que de fait, il est libre comme on l'entend. Alors du coup, on va se dire, oui, mais alors la liberté, c'est quoi? Si ce n'est pas ça. Parce qu'on dit, oui, mais on est quand même libre. Oui, mais alors c'est quoi alors? Enfin, vous voyez les problèmes qui arrivent. Enfin, donc une fois qu'on gratte un peu, les évidences, hein, les slogans qu'on sort, on est libre, on a le droit, je suis autonome, foutez-moi la paix. Enfin, on laisse causer les gens, mais ça ne correspond à rien. C'est parler de soi mal, quoi, si vous voulez, hein, ou maladroitement, bien évidemment. Maintenant, c'est pire que ça. Parce que premier problème, c'est déjà un fameux problème, évidemment, parce que si les mots veulent dire quelque chose, il faut que ça corresponde à quelque chose. Hein, sinon, évidemment, alors on peut dire tout et n'importe quoi, et alors on est dans le délit. Maintenant, deuxième chose. La deuxième chose, c'est que, imaginons quand même, donc, en fait, vous avez toute une série, enfin, je vous raconte la cuisine qui est derrière tout ce que je vous raconte, donc, il y a des philosophes qui sont des philosophes de la liberté, évidemment, qui essayent de défendre la liberté, hein, depuis la nuit des temps, Saint-Augustin, etc. Enfin, vous en avez jusqu'à Sartre, hein, par exemple, dans les plus connus. Donc, on essaye de défendre la liberté. Eh bien, c'est curieux parce que, donc, c'est une question que j'avais travaillée en son temps, plus ces gens s'acharnent à démontrer la liberté, et plus, quand vous les lisez correctement, ce sont des gens qui, à un moment donné, font marche arrière. Ça, c'est curieux. Enfin, moi, j'étais surpris de voir ces auteurs qui, à un moment donné, disent « Oui, mais enfin, ça ne marche pas tout à fait. » Alors, pourquoi? Pour la raison suivante. Parce que, imaginons qu'on arrive à montrer que l'homme peut n'être pas déterminé par le monde, par son éducation, par son âge, etc. Par exemple, hein, il y a des théories qui disent notre volonté est une faculté de fait qui ne dépend de rien. Et c'est vrai, enfin, on peut le comprendre en tout cas, puisque si vous êtes dans une pièce où il y a le feu, si vous étiez que déterminé par l'instinct, par exemple, c'est tout le monde se sauve. Mais vous avez des gens qui peuvent dire, moi je retourne parce que j'ai oublié mon portefeuille. Et ils vont chercher leur portefeuille contre l'instinct. Donc vous voyez bien, on a une volonté autonome qui peut faire des choses qu'on ne ferait pas naturellement si on n'était que déterminé. Donc on imagine par exemple la volonté comme une faculté tout à fait étonnante que nous avons et qui est contre nature, si vous voulez, qui est autonome par rapport à l'instinct. Donc imaginons que ici, hein, c'est ce que font les philosophes, ils arrivent à démontrer qu'il y aurait une part en nous qui n'est déterminée par rien, et c'est ce qui fait que nous sommes libres. Eh bien, ce qui est étonnant, quand on lit ces gens-là, et ils en prennent tous conscience, en tout cas dans ce que moi je ne connais pas tous les philosophes, mais enfin j'en connais quand même un paquet, c'est que quand on est mis dans ces situations, on essaye de s'y mettre malgré tout, où de fait il n'y a plus rien qui m'influence, je suis une volonté pure, eh bien ce qui est troublant, c'est que quand vous êtes mis dans cette situation où rien ne vous détermine, vous êtes incapable de poser un choix. Je vais essayer de vous faire comprendre ça. Imaginez qu'après la conférence ici, donc d'abord vous allez être lessivé, épuisé, mais enfin bon bref, imaginez que vous recevez un appel, c'est votre meilleur ami, il vient d'être quitté et tout ça, et il veut vous voir. Donc du coup, zut, hein, bon, alors, et il a envie de se distraire, hein, parce que bon là, il vit des choses pas faciles, et il vous dit, écoute, on va aller voir un film. Vous n'avez pas envie, t'as vu l'heure, demain je travaille, moi. Mais enfin bon, il est malheureux, bon voilà, on ne dit pas non, donc on y va. Et il vous emmène dans une petite rue de Mons, on n'a jamais été là. Un cinéma, je ne savais pas que ça existait, un tout petit cinéma, et vous avez à l'affiche deux films nord-coréens. Une affiche bleue, une affiche rouge, c'est marqué en coréen dessus, donc vous ne savez même pas ce quoi. Vous savez pas, évidemment, vous ne parlez pas coréen, vous ne lisez pas coréen, mais n'empêche que vous êtes là devant les affiches, hein, ce qui veut dire quoi? Donc je vous mets dans une situation où il n'y a vraiment rien qui vous pousse. Hein, on n'a déjà pas envie d'y aller, enfin on dit oui pour faire plaisir, donc on est la bonne âme de tout à l'heure, là, hein, donc on dit oui pour... Et on se retrouve là, donc j'ai pas envie d'aller au cinéma, et je me retrouve devant deux affiches, et il faut bien reconnaître, une bleue, une rose, il n'y en a aucune des deux qui m'attire plus l'une que l'autre. Et le type est bon prince et il vous dit « Je t'invite, choisis le film que tu veux ». Bah, quand vous essayez de vous dire... Vous avez vécu des trucs pareils, pas forcément avec le cinéma, mais on vous dit « Vas-y, choisis ». Ça ne vous intéresse pas, quoi. Qu'est-ce qu'on dit dans un truc pareil? Bah, ça dépend. Soit on choisit au hasard en disant « Qui me fout la paix, allez, le bleu, et hop, c'est parti, quoi. Hein. » Donc, mais ça, c'est pas de la liberté, ça, c'est du choix au hasard.
C'est pas la même chose. Hein. Donc la liberté, c'est pas je fais des trucs au hasard sans savoir. Hein. Donc c'est je décide quelque chose par moi-même. Donc soit c'est du hasard, soit ce que l'on va faire aussi parfois, parce que ça dépend des tempéraments qu'on a, du tempérament qu'on a, mais on va dire, ben, choisis-toi, moi, hein, vous ne savez pas quoi. C'est-à-dire qu'on est mis dans une situation où c'est impossible de poser un choix. Pour que vous puissiez poser un choix, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait au minimum une préférence qui vous pousse. Si vous n'êtes pas déterminé par une préférence, il n'y a pas de choix possible. Je vous donne un deuxième exemple. Vous connaissez peut-être le film, mais il y a un livre, hein, donc c'est un roman au départ, c'est Le choix de Sophie. Vous avez une scène là qui est atroce. Hein, donc ça raconte l'histoire d'une maman qui est déportée pendant la guerre. Elle a 2 enfants. Et quand elle descend du train, vous avez un officier allemand qui lui dit « Choisis un de tes enfants ». Vous aimez de la même façon vos enfants. Il n'y en a pas un qui est plus malade que l'autre ou qui est plus fragile que l'autre. Donc il n'y a rien qui vous poussera à se dire ben, je sacrifie le malade pour au moins donner une chance à celui. Vous n'êtes pas dans ce cas de figure-là. Vous les aimez tous les deux pareils, ils sont tous les deux dans le même état, et on vous demande choisissez-en un pour le sauver, et vous savez que l'autre, donc, ben, il va aller à la chambre à gaz. Ben, vous connaissez l'histoire. Donc, d'abord, si vous essayez de vous projeter dans un scénario pareil, ben, comment voulez-vous choisir? Il n'y a rien qui vous pousse à choisir. Si, il y a l'ordre que vous avez reçu. Mais si vous le mettez entre parenthèses une seconde, donc elle va choisir, la maman, hein, parce que la crainte, c'est que si je ne choisis pas, c'est les deux qui vont y passer peut-être. Donc il faut au moins essayer d'en sauver un. Hein. Mais n'empêche que si vous mettez l'ordre entre parenthèses maintenant, et que vous essayez de comprendre ce qui peut se passer dans la tête d'une femme ou d'un homme, hein, donc ce sera un père, ce ne sera pas mieux, hein, donc, et qui doit choisir un de ses enfants, ben, comme il n'y a rien qui vous pousse à en choisir un plutôt que l'autre, vous êtes devant un mur et vous ne savez quoi faire, évidemment. Et ce qui est intéressant, ce qui est montré dans le livre, c'est qu'effectivement, donc elle va choisir, mais à la fin, hein, donc si vous connaissez l'histoire, elle se suicide. On ne survit pas des choix pareils. Évidemment, ici, le contexte est particulier, c'est pas comme au cinéma. Là, on peut survivre encore après, évidemment, hein, quand on doit choisir. Mais voilà, il y a parfois des situations où on doit choisir entre 2 situations, et il n'y a rien qui me permet de penser que l'une est meilleure que l'autre, qu'il y a une raison d'en choisir un plutôt que l'autre. Il n'y a rien qui me détermine, qui me pousse en aucune façon. Eh bien, on est devant un mur. On ne sait pas choisir, évidemment. Donc, ce que montrent tous les philosophes, donc ça, si vous cherchez dans le monde des philosophes, hein, donc on vous dira, ça c'est le problème de la liberté d'indifférence. Donc la liberté qui serait soi-disant indifférente à toutes les motivations. Elle est capable de choisir par elle-même, et c'est pour ça qu'on est libre, sans subir l'influence du monde. Eh bien, ce que montrent tous les philosophes qui ont abordé cette question, c'est que, évidemment, mis dans la situation de liberté, l'homme devient fou, ou en tout cas se retrouve dans la situation d'être incapable de choisir. Maintenant, je vais vous donner des situations que vous avez pu vivre dans votre métier, parce que ce que je vous raconte, évidemment, ça se traduit dans 1000 situations. Patient que vous avez en face de vous. Ah, il faut respecter sa liberté. Droit des patients, mon Dieu, attention, hein, il faut respecter sa liberté. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Monsieur doit être opéré. Ben, il a une maladie grave, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ben voilà, donc les examens, c'est clair, vous avez ceci, vous avez cela. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Docteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, vous pouvez être opéré comme ceci, vous pouvez être opéré comme cela, ou bien, je ne sais pas quoi d'autre, enfin bon, imaginons. Qu'est-ce qu'il arrive parfois, hein, dans les choses qu'on me raconte, mais probablement que vous connaissez ça, hein, c'est que les gens ne sont pas des médecins. Et du coup, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ben, docteur, faites comme pour vous. C'est-à-dire que, vous voyez bien, on présuppose qu'ils sont libres et que ben, c'est à eux, le droit des patients, vous dit, c'est à eux qui doivent décider. Et même si vous êtes à la sauce américaine, on va dire, surtout ne les influencez pas. Hein. Sinon, vous en ramassez une. Hein. Donc, on ne peut pas les influencer. Il ne faut surtout pas les déterminer. Vous devez, avec la même objectivité, raconter les différentes stratégies possibles. Et remarquez bien que c'est déjà un problème, ça. Hein. Parce que, enfin, ça, on va en reparler tout à l'heure, c'est dans les cas pratiques. Mais quand on propose des alternatives à des patients, est-ce qu'on doit raconter les alternatives possibles qui sont les alternatives dans lesquelles moi, médecin, je crois? Ou bien est-ce que je dois raconter toutes les alternatives, même celles que je ne crois pas, mais qui existent, effectivement. Il y a des gens qui disent que. Et est-ce que je dois raconter ça? Parce que si vous ne racontez que les trucs que vous dites, bah, ça c'est du sérieux, le reste il ne faut pas écouter, mais ça c'est sérieux, voilà, ça ou ça. Bon, est-ce que vous n'êtes pas en train d'influencer le patient? Est-ce que vous ne prenez pas les gens pour des imbéciles, comme s'ils ne pouvaient pas choisir par eux-mêmes? Donc il faut leur dire tout ce qui est possible, et c'est eux qui choisissent après tout. Enfin, pour vous dire qu'il n'y a personne qui joue le jeu de la liberté. Hein. Évidemment qu'on influence les gens. Même quand même quand on énonce les choses dans le langage le plus respectueux possible, vous venez déjà avec ce que vous avez appris qu'on pouvait faire, et vous êtes déjà en train de les embarquer dans un scénario, évidemment.
Et vous êtes déjà en train d'exclure toutes les médecines dans lesquelles vous ne croyez pas, ou je ne sais quoi d'autre, enfin dans tous les trucs. Hein. Évidemment, comment voulez-vous faire autrement? Mais n'empêche qu'on vous dira non, 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 c'est pas ça que vous devez faire. Le patient est libre et vous devez lui raconter toutes les solutions possibles, plausibles, hein, dans les limites de la science quand même. Normalement, on a ce critère-là pour rester dans la légalité. Hein, et c'est le patient qui décide par lui-même. Mais comment voulez-vous qu'il le fasse donc quand il n'est pas soignant, quand il n'est pas médecin, quand il n'est pas formé? Et les patients le font savoir. Hein, donc, moi, docteur, je ne vais pas choisir, évidemment. Hein. Il ne pourrait choisir que si vous lui dites, par exemple, vous avez là 9 chances sur 10 que ça marche, et là, vous en avez 8,5. Et alors là, tout d'un coup, ça y est, il y a un critère enfin qui, je ne comprends pas de quoi vous me parlez, mais s'il y a 9 chances là, je préfère les 9 chances quand même. Ou bien, si vous dites, ben là, moi, c'est moi, hein, si vous faites telle opération, c'est moi qui le fais. Si c'est de l'autre, ben là, on doit vous envoyer en Roumanie. Ben là, tout d'un coup, c'est vrai, les gens peuvent choisir. Mais si vous ne donnez... Ben oui, mais c'est un peu ça l'affaire. Si vous ne donnez pas de critères ou de préférences ou de raisons de préférer une chose à une autre, ben, les gens sont perdus, mais comme vous, comme moi, comme n'importe qui, évidemment. Hein, donc, si on vous demande si vous n'y connaissez rien en voiture, hein, que le garagiste vous dit, ben, on peut faire ça ou on peut faire ça, et c'est le même prix de toute façon, ben, on va dire, c'est vous le garagiste, hein, faites comme vous voulez, moi. Hein. Mais par contre, si vous dit il y a un truc qui coûte autant et l'autre c'est 3 fois plus cher, ben, évidemment que là, vous avez un critère, évidemment, pour choisir. Enfin bon, donc toujours est-il que c'est vrai que soi-disant nous sommes libres, c'est-à-dire déterminés par rien, et on choisit par soi-même, mais dans les faits, donc ce que montrent les philosophes, hein, à travers des discours plus savants que ça, c'est que un homme mis dans les conditions de la liberté, si c'était possible, ben, il ne faut pas évidemment aller très loin pour comprendre que c'est quelqu'un qui ne saurait pas prendre une décision. Si nous prenons, maintenant quand vous regardez les choix que vous avez posés dans la vie à certains moments, si vous pouvez poser un choix, c'est pas parce que vous êtes libre, c'est-à-dire déterminé par rien, mais c'est parce que grâce à Dieu, vous êtes déterminé. Par votre culture, par vos intérêts, par vos préférences, par tout ce que vous voulez évidemment. Et c'est tout ça qui fait que, heureusement, je ne suis pas indifférent face au monde, mais il y a des choses que je préfère, bien sûr. Sans quoi, vous comprenez bien, la vie deviendrait absurde, bien évidemment. Hein. Donc vous comprenez bien que, petite parenthèse ici pour qu'on se comprenne, la liberté dont on parle n'est pas la liberté politique, parce qu'on appelle la liberté politique, c'est-à-dire, parce que les gens souvent s'arrêtent là, hein, donc je me sens libre si personne ne me contraint. Alors ça c'est vrai, hein, donc soit les autres peuvent m'obliger, soit ils ne m'obligent pas, mais une fois que les autres ne vous contraignent pas, d'accord, donc une fois qu'on arrive, donc vous êtes tout seul sur une île, si vous voulez. Il n'y a plus d'autres pour dire que je suis obligé, pas obligé, etc. Enfin bref, ben, un homme tout seul sur une île, est-ce que donc il est libre? Ben, le commun des mortels va dire, ben oui, il est libre parce qu'il fait ce qu'il veut, il n'y a personne pour l'embêter. Mais si vous allez un peu plus loin, et c'est de ça qu'on parle nous ici, hein, cet homme qui est sur une île, quand il va se lever, il est sur le bord de la mer, il se lève pour essayer d'aller chercher quelque chose à manger. Est-ce qu'il le fait parce qu'il est libre ou est-ce qu'il le fait parce qu'il a faim? Ben, évidemment que quand les autres ne vous embêtent pas, on ne devient pas libre. Quand les autres ne vous embêtent pas, c'est une contrainte qui s'efface, mais vous vous retrouvez avec d'autres choses qui vous déterminent, qui sont ce que je viens de vous dire, les préférences, les habitudes, nos besoins, bien évidemment, etc. etc. Et s'il n'y avait même pas ça pour nous pousser à nous bouger, on ne bougerait pas. Vous seriez tout seul sur une plage et vous regarderiez le soleil se coucher et sans bouger, ce serait même pas beau. Vous ne réagiriez pas, ce serait terrible, quoi. Donc heureusement qu'on est évidemment déterminé par ce que nous sommes, puis après il y a les contraintes sociales, etc., bien évidemment. Donc on est toujours déterminé. Alors on peut faire le même exercice, ça c'est pour nous détendre un peu, on peut faire le même exercice sur le plan intellectuel, pour que vous compreniez que c'est vrai aussi sur le plan intellectuel, ce qui nous semble être vrai est quelque chose qui nous détermine à le dire vrai. D'accord? Donc, évidemment que la vérité, ça ne se vote pas, si vous voulez. On ne choisit pas ce qui est vrai. Ce qui est vrai quand ça s'impose à nous comme vrai. Donc, c'est-à-dire, ça nous détermine à dire c'est ça qui est juste. Je vais vous donner un exemple pour vous mettre en situation où vous ne savez pas choisir. Donc, ça concerne notre cerveau, notre raison. Donc, les exemples qu'on choisit ici, ce sont les exemples qui sont des paradoxes. Vous avez déjà entendu parler des paradoxes. Donc, le paradoxe connu, c'est l'histoire du menteur. Hein. Donc, tous les crétois sont des menteurs. Je suis crétois et je vous dis je mens. Et la question donc, qui vous brûle les lèvres, donc c'est oui, mais donc si c'est un menteur et qu'il nous dit qu'il ment, est-ce qu'il ment ou pas? Hein, donc ça vous connaissez, et donc évidemment on ne sait pas trancher le bazar, parce que donc soit vous dites, donc c'est un menteur et il dit qu'il ment, donc il dit la vérité. Forcément. Mais s'il dit la vérité quand il dit qu'il ment, donc c'est qu'il ment.
Donc finalement, vous devez décider. Donc on vous demande de décider. Est-ce que vous décidez que je mens ou que je dis la vérité? Ben, vous comprenez que devant un paradoxe, c'est la liberté d'indifférence. Hein. Il n'y a aucune des propositions qui s'impose. On peut comprendre que je mens, on peut comprendre que je dis la vérité. Si on vous demande de choisir ce qui est le plus probable, ne fût-ce qu'en termes de probabilité, ben, j'ai aucun critère pour dire que l'un est plus probable que l'autre. Et vous faites l'expérience intellectuelle là, de ce que serait une liberté, c'est-à-dire je dois poser un choix sans que rien ne m'attire plus d'un côté que de l'autre. Maintenant, vous avez donc un paradoxe que moi j'aime beaucoup, c'est le suivant, je ne sais pas si vous connaissez celui-là, c'est le paradoxe de Protagoras. Vous êtes juge, d'accord? Et l'histoire est la suivante. Donc vous allez devoir trancher. Protagoras, donc c'est un sophiste grec, on est dans l'Antiquité, et voilà qu'un disciple vient et lui dit, Protagoras, donc c'est un sophiste, un beau causeur, je voudrais bien que tu m'apprennes à être avocat. Et Protagoras est d'accord. Mais, dit le disciple, j'ai un petit souci, c'est que je ne sais pas te payer. Et Protagoras, bon prince, lui dit, pas de problème, quand tu seras devenu avocat, la première plaidoirie que tu gagnes, ben, tu vas gagner de l'argent évidemment, et dans ce cas-là, ben, si tu gagnes, tu me payes. Pas de souci, l'autre est d'accord. Et voilà que pendant des mois et des mois et des mois, Protagoras forme son disciple. Okay, à l'avant-dernier cours, après des années, le disciple dit « j'ai pas envie d'être avocat ». Donc il a bénéficié de toute l'éducation, mais à l'avant-dernier cours, il se taille. Là, Protagoras, la mauvaise, en disant « il m'a roulé dans la farine, évidemment ». Il va au procès. Vous êtes juge. C'est là que vous êtes juge. Et voilà la plaidoirie de Protagoras. Écoutez bien. Protagoras dit « quoi qu'il se passe dans ce procès, de toute façon, il va devoir me payer ». Pourquoi? Ben parce que soit je gagne le procès. Si je gagne le procès, ça veut dire le juge, vous aurez décidé qu'il doit me payer. Soit je perds mon procès. Mais si je perds mon procès, ça veut dire qu'il le gagne. Or, nous avions convenu que s'il gagnait son procès, avec l'argent qu'il allait gagner, il devait me payer. Donc, il me payera toujours. L'autre, qui a été évidemment à bonne école, dit quoi? Quoi qu'il se passe dans ce procès, jamais je ne devrais payer Protagoras. Pourquoi? Ben parce que de deux choses l'une, évidemment. Hein, soit, je gagne le procès, et si je gagne le procès, ça veut dire qu'on reconnaît que je ne dois pas le payer, je ne paye pas. Soit je perds mon procès, mais si je perds mon procès, puisqu'on avait convenu que c'était si je gagnais, ben, donc puisque j'ai perdu, pas besoin de payer, évidemment. Donc vous avez les deux plaidoiries, et maintenant on vous demande qui doit payer. Enfin, est-ce que l'élève doit payer Protagoras, ou est-ce que Protagoras doit renoncer à être payé? Voilà, vous décidez. Ben, quand vous êtes devant ce genre de paradoxe, hein, vous comprenez, c'est là qu'on fait l'exercice de la liberté. Je me retrouve dans une situation où les deux plaidoiries, évidemment, s'annulent, bien sûr. Là, c'est là qu'est le paradoxe. Du coup, dire qui a raison, ben, vous allez pédaler dans le vide, quoi. Et du coup, vous comprenez que quand on dit que quelque chose est vrai, c'est parce que ça nous attire. C'est parce qu'on y voit un argument qui fait que c'est pas tout à fait comme l'autre, et c'est ça qui me détermine, donc qui me détermine. C'est pas moi qui choisis ce qui est vrai. Ça me détermine à dire que c'est vrai. Mais quand il n'y a pas une préférence d'un côté ou de l'autre, ben, on ne sait pas quoi. Et du coup, on dira, ce sera du hasard, mais ce ne sera plus une décision que vous prenez pour dire c'est l'un qui est vrai plutôt que l'autre, bien évidemment. Donc l'exercice ici, hein, qui est un exercice purement intellectuel, c'est la seule manière qu'on ait en fait concrètement pour que vous compreniez, donc pour nous mettre en situation nous-mêmes et comprendre ce que ce serait d'être dans une situation où je dois poser un choix, mais aucun des deux choix ne m'influence. Et on me demande quand même de choisir. Ben, je suis libre pour le coup, là je ne peux pas dire qu'il y a un argument qui me détermine plutôt qu'un autre, mais vous ne savez pas choisir. Ben voilà, donc la liberté dont on parle est en fait un fameux problème. À rendre les gens libres, vous les rendriez fous, en fait. Enfin, vous gâcheriez leur vie, bien évidemment. Donc on est toujours déterminé, ça c'est un fait, et c'est une bonne chose qu'on le soit, par conséquent. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que, là aussi, c'est comme pour tout à l'heure avec l'autonomie, quand on chipote sur ces affaires-là, on doit maintenant se confronter à une objection. L'objection, c'est la suivante, c'est que vous pourriez me dire « Monsieur Longnaud, on veut bien vous écouter, mais en attendant, moi je suis libre malgré tout.
je me sens libre, quoi. Je ne me sens pas contraint, j'ai l'impression que je fais quand même ce que je veux quand je veux, etc. Donc je veux bien intellectuellement tout ce que vous racontez, mais en attendant, moi je me sens libre. Eh bien, quand vous essayez de repartir maintenant de notre expérience, on va vous dire ceci. C'est vrai que dans l'existence humaine, il y a manifestement, tout un dégradé, mais enfin quand on veut faire simple, il y a manifestement deux situations que nous pouvons vivre. La première, on est toujours déterminé. Hein. La première, c'est quand on subit les déterminismes comme des contraintes extérieures. Ça nous ramène, si vous voulez, au cas politique. Les autres, si vous travaillez dans un hôpital, donc vous travaillez dans un hôpital, hein, c'est ça. Hein. Donc c'est par exemple le règlement de l'hôpital fait que voilà, c'est une contrainte qu'il faut bien respecter. Pour travailler, il faut bien qu'on s'organise, il y a un règlement, c'est comme ça, c'est pas autrement. Là, on sait bien qu'on n'est pas libre, on fait pas ce qu'on veut, quoi. Là, on travaille, quoi. Voilà. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? Donc ça, c'est effectivement se sentir déterminé. On ne le dira pas comme ça, on dira c'est se sentir contraint. Ou bien c'est se sentir empêché, parce que le règlement empêche qu'on fasse certaines choses. D'accord? Donc, il y a toutes les situations où nous subissons les déterminismes extérieurs, et dans ce cas-là, nous les vivons comme des contraintes ou des empêchements. Et puis, il y a les situations où on a quand même l'impression d'être libre. Hein, c'est l'objection, oui, monsieur Longniou, vous pouvez raconter ce que vous voulez, moi je suis libre quand je suis chez moi. Bon. Eh bien, on va vous dire qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, puisque c'est quand même ce qu'on a l'impression de vivre. On ne se sent pas contraint ni empêché, quoi, si vous voulez, pour le dire autrement. Eh bien, dans ces situations-là, en fait, ce qui se passe, ça, ce sont les stoïciens qui nous l'apprennent, qui ont été les premiers à mettre des mots là-dessus. Ils vont vous dire, en réalité, dans ces situations-là, c'est pas qu'on est libre, qu'on échapperait à des déterminismes. Dans ces situations-là, en fait, on est toujours déterminé par notre culture, nos besoins, tout ce que vous voulez, enfin tout ce qu'on a dit tout à l'heure, mais simplement, on coïncide tellement avec ces déterminismes, on les fait tellement siens, si vous voulez, donc je ne les subis pas comme des trucs qui viennent de l'extérieur, donc je me suis tellement réapproprié ces déterminismes-là, que puisque c'est ma vie à moi, c'est devenu ma vie à moi, ben je ne les subis plus. Hein. Comprenez? Donc, en fait, il y a deux cas de figure, on est toujours déterminé, mais soit je vis les déterminismes comme des contraintes extérieures, soit je m'identifie tellement à ces déterminismes-là qu'ils sont là, mais c'est moi. Donc, par exemple, si on vous dit, vous avez le choix maintenant entre du chocolat et des épinards. Bon. Et vous êtes plutôt sucré. Vous direz, si je peux vraiment choisir. Hein, donc les enfants, ils diraient, je peux vraiment choisir, c'est pas une blague, il n'y a pas un piège. Non, tu peux choisir, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous voulez qu'un enfant fasse? Enfin, on imagine ici un enfant, mais ça pourrait être nous. Si vous n'aimez pas les épinards en tout cas, hein, donc on imagine ici ce cas de figure, évidemment que du coup, j'aurai l'impression de librement, puisqu'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de punition qui va arriver, je prends le chocolat. Mais qu'est-ce que j'ai fait en réalité? Donc je me sens libre, puisqu'on m'a bien dit que je l'étais, et de fait, on ne m'a pas forcé, on m'a pas... Hein, vraiment, je fais ce que je veux, mais n'empêche, ce que j'ai fait, c'est... Je coïncide tellement avec mon goût, ma préférence, qui est que moi, je suis plutôt sucré, hein, par exemple, que j'ai l'impression que c'est moi qui ai choisi. Hein. Mais en fait, je ne fais que suivre mon goût, bien sûr. J'aurais jamais pu prendre les épinards si je suis sucré. Ou l'inverse, moi, ah non, le chocolat, je connais des gens, ça c'est étonnant, chocolat, waouh, dégueulasse. Forcément, c'est des gens qui vont prendre des épinards, je suppose. Hein, ou bien rien du tout, parce qu'ils n'ont pas faim à ce moment-là. Ah, peu importe, mais vous comprenez l'affaire. Donc, quand on est libre, hein, c'est vrai qu'on reste déterminé. On se dit libre, parce qu'on ne voit pas qu'on est déterminé à ce moment-là, parce qu'on coïncide avec ces déterminés. Spinoza dit ceci, Spinoza a une belle phrase pour résumer ceci, il dit « Quand on se croit libre, en fait, on vit dans l'ignorance des causes qui nous poussent à agir. » Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, et ça je trouve que c'est important quand même, aussi bien pour soi que quand on s'adresse à quelqu'un, quand on dit qu'il est libre, tu fais ce que tu veux. Eh bien en fait ce qu'on est en train de faire quand on parle de liberté, c'est en fait d'abord pour soi-même, c'est de ne pas savoir qui nous sommes, c'est de ne pas apprendre à savoir qui nous sommes. Je me vis comme quelqu'un de libre et puis j'ai fait un choix, c'est tout, et on n'a pas à me demander pourquoi. Il n'y a pas de raison, c'est moi qui ai choisi. C'est une manière de se rendre aveugle à qui on est. Et quand maintenant vous vous adressez à des gens, et que vous dites, écoutez, ça c'est votre liberté, hein. Ça, moi je n'ai rien à vous dire, ça c'est vous qui choisissez, c'est la première manière de se désintéresser de quelqu'un. Pourtant c'est le jeu social qu'on va jouer, et donc le type sera très content qu'on dise c'est votre liberté, hein. Enfin dans certains cas du moins il sera très content, mais dans le fond c'est amener l'autre à se penser libre, à ne pas comprendre pourquoi il pose les choix, donc si du moins on l'influence, et en tout cas soit c'est ne pas s'intéresser à pourquoi le type va poser son choix. On va dire c'est sa liberté, il choisit, c'est tout, hein. Qu'est-ce qu'on veut qu'on vous dise d'autre? Comment voulez-vous avoir une relation de soins si on ne se soucie même pas des raisons pour lesquelles un patient demande ce qu'il demande?
Alors, remarquez bien que ça tombe bien parce que ce que on nous raconte, ce que les soignants me racontent, les médecins aussi, c'est de toute façon, on n'a pas le temps. Donc, heureusement que les gens sont libres comme ça. Hein, on n'a pas. Ben oui, mais c'est vrai. Hein, c'est terrible cette affaire-là. Mais hein, donc tout le monde y trouve son compte. Mais en attendant, c'est la meilleure façon de ne pas savoir qui on soigne, quoi. Si vous voulez, ce qui est quand même un comble. Enfin, quand vous réfléchissez de l'extérieur, on se dit, enfin, mais, hein, et on peut comprendre du coup que vous avez des patients qui cherchent désespérément des médecins, qui passent une heure avec eux. Parce que les gens ont besoin, enfin, il y a des patients, c'est pas vrai de tous, mais il y a des patients qui ont besoin de. Moi, j'ai besoin d'expliquer, quoi. Mais non, on fait des trucs, les gens ont choisi de venir, on les soigne, c'est tout, point barre, on n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a derrière, quoi. Hein. Ben, ça ne correspond pas à tout le monde, en tout cas. Hein. Maintenant, ceci dit, je connais des patients aussi, c'est que le médecin me foute la paix. Hein. Moi, je ne vais pas commencer à raconter ma vie. Hein. Mais il y a des tempéraments où, voilà, il y a tout ça qui est derrière, et il faut mettre de l'ordre, et ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui les aide à mettre de l'ordre, bien évidemment. Enfin bon. Donc, toujours est-il que, pour revenir à notre affaire, donc vous voyez bien, ça permet d'éclairer l'histoire du témoin de Jéhovah, de l'euthanasie et tout ça. C'est vrai qu'on peut plaquer là-dessus des notions d'autonomie ou de liberté qu'il faudrait soi-disant respecter, mais quand vous interrogez un peu les notions en restant ancré dans la vie, hein, le plus possible évidemment, parce que des théories on peut évidemment dire n'importe quoi, on se rend compte que dans la pratique, ce sont des mots qui ne concernent, enfin, qui ne correspondent à rien. C'est interpellant, mais... Alors du coup, je me souviens de la question que vous deviez me rappeler. Comme je vois que vous ne le faites pas, je le fais. Donc, la question c'est, oui, mais alors si c'est comme ça, donc à supposer que ça soit vrai, mais comment ça se fait que notre culture entretient cette espèce d'idéologie, parce qu'à ce moment-là, ça devient une idéologie, évidemment, hein, donc c'est une représentation farfelue, si vous voulez, mais à laquelle on continue à croire, qu'on alimente, hein, et on veut que nos enfants soient libres, et on est parti là-dedans, enfin bon, hein, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui fait que, manifestement, on baigne dans une culture qui ne voit pas ce que l'on vient de raconter ici. Donc de deux choses l'une, soit c'est moi qui me trompe, soit il y a un problème du côté de la culture que nous partageons, évidemment. Donc moi je suis tout autant... Oui, je vous en prie. Parce que nous vivons par eux, nous avons été formatés, endoctrinés depuis que nous sommes dans un navire, et maintenant, et donc en fait, c'est que la liberté, toutes ces notions d'autonomie, et contre la vérité, et de fiction métaphysique. C'est ça, donc... désincarnés, qui n'ont rien à voir avec le réel de la réalité psychique. Tout à fait, et qui n'ont rien à voir avec la réalité concrète. Donc quand on dit la vérité, donc ça ce sera un autre sujet, mais c'est vrai que la vérité comme telle, ça aussi on peut le développer, c'est passionnant. Enfin moi c'est des choses qui me passionnent. Aujourd'hui, donc quand vous regardez ce que les scientifiques nous racontent, la majorité d'entre eux, il y a encore des exceptions, hein, mais la majorité d'entre eux sont des gens qui ne sont plus dans le positivisme du 19e siècle où on dit la science va dire la vérité. C'est vrai qu'on nous dit, aujourd'hui, ce qu'on est capable de produire, ce sont juste des interprétations. C'est pour ça que la médecine reste un art, évidemment. Et qu'on voit dans le monde médical, par exemple, les savoirs se succéder, se remplacer à une vitesse extraordinaire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est même les témoins de ça. Avant, il fallait des générations pour avoir un savoir qui évolue, mais aujourd'hui, dans une seule vie, à propos d'une pathologie, ce qu'on a dit il y a 10 ans et ce qu'on en dit aujourd'hui, enfin on se rend bien compte que ce ne sont que des interprétations qui se succèdent. Donc c'est vrai que même la vérité, quand on dit il y a de la vérité possible et un jour la science, c'est curieux parce que le commun des mortels qui répète ça, la science un jour dira la vérité, ce sont des gens qui continuent à vivre comme au 19e siècle. Alors que les scientifiques essayent désespérément de faire comprendre, non, ce sont des interprétations opératoires, enfin bon, vous avez tout un vocabulaire pour parler de ça, mais pour en résumer, ce ne sont que des interprétations efficaces, mais interprétation quand même, évidemment. Donc on ne prétend plus parler au nom de la vérité, on est plutôt dans... Enfin voilà, donc c'est vrai que vous avez une réponse possible, évidemment, mais moi, vous allez voir, il y a des auteurs qui vont plus loin, c'est de dire, forcément, puisqu'on baigne là-dedans, comment voulez-vous que... Et il n'y a pas de discours de plan B. Donc depuis qu'on est tout petit, on baigne dans cette idéologie, on nous dit qu'il faut être libre, qu'il faut se battre pour la liberté, qu'il faut... Donc forcément qu'on est pris là-dedans, hein, d'une façon ou d'une autre. Maintenant, il y a des auteurs, donc je pense par exemple à l'école de Francfort, je ne sais pas si vous connaissez ces gens-là, donc c'est des gens comme Adorno, Horkheimer, Habermas, enfin bon, tous des gens comme ceux-là. Donc ce sont des personnes qui vont un cran plus loin. Et ils disent ceci, je vous le soumets comme une hypothèse, je ne sais pas si c'est absolument vrai toujours, ou c'est dans quelques cas seulement, ou jamais peut-être. Ils disent, il y a un intérêt à ce que la société continue à promouvoir la liberté. À nous amener à nous penser libre ou autonome. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez fait ça, quand il y a un problème, eh bien ça devient un problème individuel. Donc plutôt, quelqu'un qui fume, imaginez. Écoutez, on vous a dit 25 fois qu'il ne fallait pas fumer. Vous avez maintenant un cancer du poumon, je ne sais pas quoi, enfin de tout ce que vous voulez, peu importe ici, vous avez des problèmes de santé. Écoutez, ça c'est votre problème, hein.
C'est-à-dire qu'on individue. Donc quand on arrive à se concevoir comme quelqu'un de libre et d'autonome, donc les choix que je pose, ben, c'est moi qui les ai posés apparemment, puisque je suis libre. Vous savez qu'on ne m'a pas obligé de fumer quand même, il ne faut pas dire n'importe quoi. Donc du coup maintenant, s'il y a des conséquences de mes choix, ben, qui c'est qui doit assumer? C'est moi. Et qu'est-ce qu'on occulte quand on fait ça? Parce que ce n'est pas tellement ça qui est important, mais quand on fait croire que c'est ainsi que ça doit aller, eh bien, ce que vous occultez, c'est que peut-être le comportement du fumeur, de celui qui a choisi, qui a été amené à fumer, c'est peut-être un comportement qui est notamment, pas que peut-être, mais notamment dû à un stress dans lequel ce monsieur ou cette madame vit, hein, de par son métier par exemple, imaginons, et c'est vrai que ça interroge par conséquent l'organisation du travail. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui, à un moment donné, de fait, ils sont stressés, que la cigarette, pour eux, c'est une manière de se détendre, hein, ils en ont besoin, ils ne savent plus s'en passer, effectivement, c'est devenu une dépendance, mais qu'est-ce qui les a mis dans une situation qui fait que pour eux, ça a été une solution, peut-être pour quelque chose? Eh bien, non. Il n'y a pas à se poser ces questions. C'est le choix de la personne, on lui a dit d'arrêter, elle n'avait qu'à arrêter, point barre. Et on n'interroge pas le reste, on ne le voit même plus. Vous voyez? Un des acteurs... Donc il y a deux acteurs qui individualisent et qui font croire à l'autonomie des gens, nous disent toute une série d'auteurs. C'est d'une part l'école. L'école est le premier lieu, donc ça rejoint ce que vous disiez, depuis tout petit. Hein, si vous avez de mauvais résultats à l'école, c'est parce que vous n'avez pas étudié. Plutôt que d'interroger par exemple, maintenant c'est un sujet qui est moins tabou, hein, plutôt que d'interroger par exemple les conditions sociales dans lesquelles sont certains enfants. Ah non, ce n'est pas les conditions sociales, n'allez quand même pas dire que c'est à cause de la société s'il y a des gens qui ratent à l'école, il ne faut pas exagérer. On n'interroge pas ça. C'est le type, on lui a dit d'étudier, le prof lui a répété 25 000 fois, il n'a pas étudié, bon, c'est son problème. Hein. Donc l'école est le premier lieu où on le fait, et vous savez où est le deuxième lieu où on individualise et où on fait croire à l'autonomie? Eh bien selon certains, c'est le monde hospitalier. Enfin c'est le monde du soin, pardon, c'est pas forcément l'hôpital, c'est le monde de la santé. Si vous avez des problèmes de santé, ce sont des problèmes que vous avez, vous. Est-ce que vous avez mangé bien? Est-ce que vous avez fait du sport? Est-ce que vous avez mangé vos 4 légumes et je ne sais pas quoi d'autre, là, qu'il faut faire tout ce qu'il faut faire? Voilà. Vous n'avez pas fait? Alors, écoutez, assumez maintenant. Hein. C'est-à-dire que quand vous allez plus loin, hein, vous voyez, parce qu'il y a des gens qui s'appuient sur ce que je vous raconte. Hein, ce n'est pas que des théories en l'air. Donc, d'après ce qu'on peut savoir, moi, je n'ai pas vérifié, je vous avoue, mais en Angleterre ou en Hollande, hein, c'est vrai qu'il va y avoir, donc, enfin, il semblerait qu'il y ait ce discours qui s'impose, hein, où on responsabilise individuellement donc les gens. Ils étaient libres, ils n'avaient qu'à. Et s'ils n'ont pas fait, est-ce qu'il faut que les mutuelles, les assurances et tout ça continuent à rembourser des soins? Vous voyez, il y a des gens qui commencent à réfléchir comme ça. Et on y viendra tôt ou tard, probablement. Enfin, on a l'impression que ce serait possible. En tout cas, maintenant, moi, je ne suis pas prophète, donc on espère que non. Mais voilà, et on voit vers quoi on peut aller. Et donc, voilà, c'est possible, oui, tout à fait. Oui. Ouais. Ah oui, en effet. Le détartrage et tout ça, voilà, tout à fait. Oui. Et ça ne dépend que de vous, évidemment. Hein. Donc vous voyez, c'est une manière de ne pas interroger un travailleur qui craque. Hein, le thème du burn-out que le monde hospitalier connaît bien. Évidemment, pourquoi est-ce que le monde de la santé est concerné ici, hein, donc comme acteur qui fait croire qu'on est libre? Regardez comment on traite les gens qui font un burn-out. Hein. C'est le type qui a craqué. Donc on va le soigner. Mais est-ce que, quand vous avez une seule personne qui fait un burn-out, est-ce qu'on s'interroge sur l'organisation du monde du travail dans lequel ce type était? Non, et on espère qu'il reviendra le plus vite possible pour continuer, parce que maintenant qu'il n'est plus là, ça fait du travail en plus pour tout le monde, quoi. Mais oui, mais c'est un monde de... Enfin, si l'analyse est juste, hein, donc ça je vous laisse apprécier, évidemment, hein, mais si on rentre dans la logique de ces gens-là, hein, qui dénoncent la liberté, et puis qui se disent, mais ça sert à quoi de faire croire aux gens qui sont libres? Parce que tout le monde voit bien qu'on ne l'est pas. Donc c'est curieux qu'on y croit et qu'on continue. Donc l'idée ici, ça sert à déresponsabiliser la société, la collectivité. Et c'est le malheureux, maintenant c'est lui qui paye, et nous on continue à foncer et à ne pas voir les problèmes. Si vous voulez. Et là, il y a quelque chose évidemment qui est relativement interpellant. Donc quand on s'adresse à des patients, hein, vous voyez bien, ça remet en question la notion d'autonomie-liberté. La souffrance dans laquelle peut être un patient, quand on l'individualise à son cas, c'est lui qui porte effectivement la pathologie. On n'a pas tort, évidemment, de s'y intéresser, il ne faut pas dire n'importe quoi non plus, mais là où on a peut-être tort, c'est de l'isoler. Hein, le cas classique qu'on peut prendre ici pour faire comprendre ça, et là, évidemment, c'est tellement manifeste que, bien sûr, on ne va pas le faire. Imaginez quelqu'un qui vient aux urgences pour raison de maltraitance familiale.
Ben, vous comprenez bien qu'on ne peut pas, hein, ce serait ça la caricature dans laquelle on tomberait, mais là c'est plus possible. Hein, bon. Mais c'est de dire, ben, c'est le type évidemment qui a un bras cassé, ben, c'est pas grave, on va réparer son bras, puis tu retournes dans ta famille, mon gaillard, quoi. Hein, la famille, ça ne m'intéresse pas. Ben, non, là on sait bien qu'on doit se préoccuper de mais comment vous vous êtes cassé le bras, et puis de, ben, oui, mais alors vous n'allez pas rentrer chez vous, puis, parce qu'il y a un contexte derrière, évidemment. Hein, donc pour la violence, on le fait, ça c'est curieux. Mais pour le reste, ça semble en tout cas ne pas être aussi évident, hein, d'après ce qu'on peut savoir. Enfin bon. Ça, c'était ma première partie. On a jusqu'à quelle heure? Disons 11h, 12h, minuit? Non, encore quelques minutes, mais je vais abréger la suite. Donc, oui, c'est ça. Ben donc, on a encore un petit quart d'heure, quoi. Donc, ça, c'était le premier point. C'était en fait l'introduction du premier point, mais je laisse tomber donc la suite. C'était donc, voilà. Il y a d'abord un débat théorique, qui semble peut-être, j'espère que ça ne vous a pas embêté, mais un débat qu'on pourrait dire théorique, pour dire, mais on parle d'autonomie et de liberté dans le monde de la santé, droit des patients, tout ça, mais dans le fond, de quoi parle-t-on, enfin? Et une fois que vous grattez un peu, on voit bien donc que ça... Enfin, je suppose que vous avez vu, c'est vrai qu'on peut au minimum se poser des questions, bien sûr. Maintenant, il y a le volet pratique. Parce que, bon, voilà, c'est la réflexion théorique, mais enfin, maintenant, sur le terrain, comment ça se passe? Alors, en fait, la question de l'autonomie, quand on est confronté donc à des revendications, à des demandes, à des refus de soins, etc. Donc, moi, il me semble que, et c'est normal du coup que ce soit un comité d'éthique qui organise cette soirée, enfin, je crois, hein, c'est ça, je ne peux pas dire de bêtises, mais c'est fondamentalement non pas quelque chose qui va de soi, c'est une question éthique, en fait. Alors, mais le tout, c'est de comprendre ce qu'on veut dire par éthique, bien sûr. Hein. Donc, je vous dis dans quel sens, moi, j'entends le terme d'éthique. Donc, quand on fait de l'éthique, tout le monde fait de l'éthique, hein, même si vous appelez ça autrement, on s'en fout. Donc ici, on va se mettre au clair sur un sens possible. Donc quand on fait de l'éthique, ce que l'on fait, donc ce qu'on ne fait pas, c'est plutôt comme ça que je vais présenter les choses, ce qu'on ne fait pas, c'est de la morale, de la déontologie et de la loi. Donc, quand vous êtes dans la morale, tout le monde a une morale ici. Même si vous n'en avez jamais fait une théorie, parce que ça ne vous intéresse pas, mais n'empêche que vous avez une certaine conception intuitive de ce qui est bien, de ce qui est mal. Ça peut évoluer avec le temps, mais n'empêche qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez une conception du bien et du mal, et normalement, quand vous êtes dans la spontanéité de la vie, ben, on essaye de faire ce qui me semble être bien, et ce que je sais être mal, ben, j'essaye de ne pas trop le faire, quoi, si vous voulez. Donc voilà, c'est une espèce d'évidence. Quand vous êtes dans la déontologie, c'est la même chose pour des métiers, ah ben ça vous connaissez, hein, donc c'est ce qu'on peut faire et ne pas faire en tant que médecin, infirmière, assistant social, etc. Enfin bref, donc ça détermine le bien et le mal pour des professions, et si vous êtes dans la loi, ben, c'est la même chose en tant que citoyen belge, ou français, ou que sais-je d'autre, enfin peu importe ici. Quand vous êtes dans l'éthique maintenant, eh bien, on est dans l'éthique quand malheureusement la morale, la déontologie et la loi ne vous disent plus quoi faire. Donc à ce moment-là, il y a encore le souci de bien faire, mais malheureusement, vous ne serez plus aidé par votre morale personnelle, par la déontologie et par la loi, et là, vous devez bricoler. Et on vous dira, donc même si vous n'y pensez pas, ce n'est pas nécessaire d'y penser non plus, mais c'est ça qu'on appelle l'éthique pratique. Donc l'éthique, enfin ce qu'on appelle l'éthique clinique, donc l'éthique en situation où je ne sais plus quoi faire et il faut quand même bien que je fasse quelque chose. Eh bien, le respect de l'autonomie du patient, ça relève typiquement de ces situations-là. Quand il n'y a pas de problème, ce que le patient demande, on peut lui donner, hein, on s'en fout même de savoir s'il est autonome ou pas, on lui donne les soins dont il a besoin, puis c'est tout. Mais là où ça va devenir donc un problème, c'est lorsque vous avez donc des gens qui viennent avec des revendications, ou des demandes, ou des refus. Normalement, la loi dit qu'on doit le respecter, c'est pas sûr qu'il faille le faire. Ou bien, la loi dit qu'on doit respecter les gens, mais on est pris dans un paradoxe, et si je respecte l'un, je ne respecte pas l'autre. Je vais vous donner des situations tout de suite. Il y a deux cas de figure où ça se pose, enfin dans ce que moi je connais en tout cas, hein, donc dans les cas qu'on nous rapporte, hein, donc je me base ici sur des discussions que j'ai avec des professionnels. Donc le premier cas, c'est évidemment le sujet bateau, enfin c'est le sujet le plus classique, c'est tout ce qui tourne autour de la question du consentement et du refus de soins. Ça c'est le thème classique, hein, voilà, autonomie, le type a le droit, donc c'est un devoir, il doit consentir. C'est comme ça qu'il exerce son autonomie et il peut refuser, c'est sa liberté, c'est son autonomie aussi, donc ça doit se respecter bien évidemment. Vous avez deux difficultés à ce niveau-là, qui fait que du coup, comment on fait? C'est pas évident et il faut bricoler par conséquent et ça devient donc une décision éthique. Première difficulté, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, l'air de rien, ce sont des choses qui me reviennent. Moi, je ne sais pas chez vous comment ça va, évidemment, donc ce n'est pas des problèmes universels, hein, donc ça dépend de la réalité, mais enfin, j'ai l'impression que c'est un peu partout comme ça quand même. C'est que pour qu'il y ait donc exercice
de cette fameuse autonomie qu'on présuppose chez le patient, on vous dira, il faut qu'il soit donc informé. Hein, souvenez-vous, tout à l'heure, on parlait de, voilà, je vais raconter les options possibles, éventuellement, information. Eh bien, le premier problème que l'on a dans bien des hôpitaux, c'est est-ce que vous êtes sûr que les patients ont été informés correctement? Alors, je vais vous raconter juste une petite anecdote. Un jour, donc, on participait à un colloque à Namur sur le consentement, et on rappelle la loi, tout ce qu'il faut faire, etc., pour que le type soit en situation d'autonomie pour pouvoir consentir aux soins qu'on va lui donner. Il y a un médecin qui lève le doigt et qui dit au juriste qui racontait donc la loi, qui l'expliquait, qui dit « Écoutez, c'est bien beau ce que vous racontez, hein, mais moi, un patient, je ne peux pas le voir plus de 10 minutes. Parce que j'ai une liste, quoi. Et donc, il y a les autres patients qui attendent. Enfin, je ne peux pas commencer, évidemment, à expliquer, m'assurer que le type a compris, parce que c'était ça qu'on avait expliqué, évidemment. Hein. Donc, il faut informer le patient, mais selon la gravité de ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il retient, selon son âge, selon sa culture, etc. Donc, il faut s'assurer, est-ce que vous avez bien compris, est-ce que vous voulez que je vous réexplique? Enfin, évidemment, tout de suite, un médecin, écoutez, mais moi, j'ai 10 minutes, moi, je n'ai pas le temps de faire des trucs pareils. Hein. Alors, il y a eu un silence. Mais ça, c'est la réalité du gaillard. Et il n'est pas tout seul, évidemment. Hein. Donc, il n'y a personne d'autre qui a dit « mais c'est scandaleux que tu aies 10 minutes ». Enfin, non, il y a tout le monde qui est confronté à... Enfin, manifestement, en tout cas, dans cette pièce-là, en tout cas, tout le monde était plus ou moins confronté au problème. Donc, la question, c'est bien beau de dire qu'on rend l'autre autonome, soi-disant, hein, pour pouvoir décider, mais comment vous faites quand vous n'avez pas le temps de l'informer? La réalité, c'est qu'on n'a pas le temps, et ça devient un problème éthique. C'est-à-dire, comment vous débrouiller, faire le minimum pour que ça soit le plus juste possible quand même. Vous voyez? Et c'est là qu'on ne fait pas tout le bien qu'on voudrait. La loi vous dit ce qu'il faut faire, mais enfin, on ne sait pas le faire, et c'est là qu'il faut bricoler. Alors moi, je n'ai pas à vous dire ce qu'il faut faire, mais c'est vrai que ça devient un souci qu'on doit avoir. Comment on se débrouille? Alors, j'ai entendu dans certains hôpitaux dans le Hainaut, ce qu'ils ont inventé comme solution, c'est quoi? On regroupe tous les patients. Donc, il va voir son médecin, ça dure 10 minutes, l'affaire est emballée, et puis après, c'est le suivant. Mais après, bon, est-ce qu'ils ont compris le peu qu'on leur a dit? Est-ce qu'ils ne doivent pas avoir un complément d'information? En 10 minutes, forcément, qu'il faut bien un complément d'information. Et du coup, ce qu'ils ont organisé dans ces hôpitaux-là, c'est, on les réunit tous, il y a des dates prévues, et donc ils viennent, tous ces patients concernés par la même pathologie, et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui passe son temps à expliquer en long et en large tout ce qu'il faut faire, tout ceci, enfin toute la procédure, les soins, la réadaptation, enfin tout ce que vous voulez, et on prend le temps là. Voilà. Mais le médecin n'a pas le temps, malheureusement. Vous voyez? Alors évidemment, ce n'est pas l'idéal, parce que quand vous êtes avec 50 autres gaillards, là, ou je sais pas, ou 10 ou 20, enfin peu importe selon les pathologies, est-ce que vous allez commencer à parler de vos problèmes personnels devant tous les autres? Donc évidemment que ce n'est pas l'idéal, mais c'est de l'éthique, on fait ce qu'on peut. Parce qu'on a le souci d'être le plus juste possible avec les moyens qu'on a, si vous voulez. Ce qui serait, donc vous voyez bien, dans l'éthique, ça c'est le côté optimiste. C'est-à-dire que souvent, quand on n'a pas le temps, quand on n'a pas les moyens, il y a des gens qui vont dire « Oh alors on ne le fait pas, hein, merde, hein, donc de toute façon on n'a pas le temps ». Quand vous faites de l'éthique, on va dire « Non, vous n'avez pas le temps, mais vous avez encore l'obligation de vous demander, avec le temps que vous avez, comment le faire ». Vous voyez, de bricoler, en sachant bien que ce ne sera pas génial, puisqu'on n'est pas dans les conditions idéales, mais avec ce peu de temps, quel est le maximum que vous pouvez faire malgré tout? Avec le nombre d'emplois qu'il y a dans l'hôpital, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, ils ont détaché quelqu'un pour informer, lors de réunions collectives, évidemment. Enfin bon, donc ça, c'est la première difficulté que vous avez. Et puis, vous avez la deuxième difficulté qui est encore plus redoutable que la première. Ça concerne les refus de soins. Si quelqu'un ne veut pas être soigné, c'est sa liberté, son autonomie. On a vu que c'était un problème, mais enfin, c'est comme ça qu'on doit faire. La loi nous dit que c'est comme ça qu'on doit le considérer. Le patient a le droit de... Donc il faut l'informer sur les conséquences de son refus, et après, s'il ne veut pas, on lui fait signer un papier qui ne sert de toute façon à rien, mais enfin il a signé un papier, et après il peut partir s'il veut partir. Vous savez ça, que le papier qu'on fait signer, ça ne sert à rien. Enfin bon, voilà. J'ai jamais eu un juriste qui m'a expliqué clairement pourquoi il fallait le faire signer quand même, alors qu'il disait lui-même que ça ne servait à rien, mais enfin, il faut le faire signer manifestement, même si ça ne sert à rien, c'est comme ça. Donc, on sait ce qu'on doit faire. Maintenant, je vais vous raconter une histoire vraie, qui est une histoire qui ne date pas d'avant la guerre, c'est une histoire qui a peut-être 4-5 ans maintenant. Un patient âgé, donc c'est une histoire parmi d'autres, un patient âgé, donc très âgé, il fait des complications, je n'ai pas relu le cas, donc je ne me souviens plus de quelles complications il fait, mais enfin il fait des complications, première intervention. Il est en réanimation, ça ne va pas. Il repasse sur le billard. Et ça va être comme ça pendant 3 fois. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous voulez, mais je ne sais plus quoi, mais enfin peu importe. C'était pas une opération grave ou lourde, mais machin ne se met pas bien, je ne sais pas quoi. À la 3e fois,
salle de réveil. Chaque fois, entre-temps, il a eu le temps de se réveiller. Hein. Donc, mais bon, on voit bien que ça ne va pas, donc on le remballe. Donc, troisième fois, il dit, mais non, vous me foutez la paix. Je veux plus, arrêtez, j'en ai marre. La famille qui est autour dit, mais enfin, mais foutez-lui la paix. Ça fait 3 fois que vous vous acharnez sur lui, ça n'a plus de sens. Les soignants qui sont autour, bon, docteur, écoutez-le, quoi. Hein. Enfin, donc tout le monde est convaincu qu'on comprend que ce type-là en a marre, quoi. Il ne veut plus être soigné, qu'on lui foute la paix. Si ça ne va pas, ça ne va pas, tant pis pour lui. Enfin, voilà. Et il est conscient de ce qu'il dit quand il est réveillé. Donc, c'est pas un monsieur qui est confus ni quoi que ce soit. Il sait ce qu'il dit. Donc, le refus est tout à fait valable dans les termes de la loi. Le médecin qui voit que ça ne va toujours pas, je l'opère encore une fois. Donc, c'est fou parce qu'il le fait contre tout le monde. Hein. Donc, vous imaginez. Donc, et la loi sur le droit des patients était passée, hein, entre-temps. Donc, c'est un type. Il s'en est expliqué parce qu'on lui a demandé d'écrire son truc parce que c'était quand même assez incroyable son machin. Donc, il s'en explique en disant non, je suis convaincu qu'il faut le faire. Ça peut aller, quoi. Il faut le faire et il le fait. Le type se retrouve donc encore en salle de réveil et là, quand il se réveille, il n'est vraiment pas content. Hein, bon, et la famille n'est pas contente non plus, évidemment. N'empêche que bon, ça va mieux. Heureusement, la 4e fois, ça a été ici. Hein, parce que imaginez en plus qu'il meurt la 4e fois. Alors là, ça aurait été... Hein, bon. Donc, évidemment, donc c'est une histoire qui, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Mais le médecin était sûr de son coup. Hein, donc, ce n'était pas le cas où on ne sait jamais. Bon, c'était une bêtise qu'il fallait... Mais voilà, il fallait y retourner. Bon. Donc, il revient à lui. Il va finalement en revalidation. Et 1 mois après, il demande à voir le chirurgien qui l'a opéré contre sa volonté. Alors on se dit, oui, là, le type il n'était pas content, la famille est derrière, là, ça y est, c'est le procès qui est annoncé. Mais le chirurgien, pour une fois, ne se débine pas. Il vient. Et ce qui se passe, c'est incroyable, le patient dit merci. Alors, par la suite, parce qu'il y a une suite à cette affaire-là, par la suite, c'est un monsieur maintenant qui va très bien, qui reconduit sa voiture et tout ça. Hein. Donc alors qu'il est très âgé et tout ça, mais enfin bon, hein, donc voilà, il est reparti. Donc il profite de la vie. Son histoire est tellement étonnante et interpellante, en tout cas ça fait réfléchir, que le service de soins intensifs organise un colloque et le fait venir pour qu'il parle de son histoire. Et ce type raconte son histoire, sa revalidation et tout ça, mais il ne parle pas du problème. Alors, donc l'infirmier qui m'a raconté l'histoire dit, du coup je l'ai interrogé devant tout le monde, quoi. Mais est-ce qu'on ne vous a pas un peu forcé la main quand même? Enfin, bon, il ne sait pas très bien comment introduire le truc, mais pour le faire causer de sa volonté qui n'a pas été respectée, etc. etc. Et l'infirmier raconte, moi je n'ai pas assisté à la scène, mais il raconte, il n'a jamais prétendu parler de cette affaire-là. Non, tout a été très bien, hein, enfin, voilà, et il n'en parlait plus. Donc il n'en a même pas... Enfin, l'impression qu'il donne, c'est même pas une blessure dans sa tête ou un souvenir qui est détestable ou qui est un peu dur. Non, tout va bien. Les gens étaient gentils avec moi, enfin voilà, et l'affaire est passée au bleu, quoi. Alors, ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, donc on en entend toute une série d'autres, hein, du même genre. Par exemple, un type qui était dépendant d'un respirateur et qui dit clairement, si jamais j'ai un problème, je veux qu'on arrête. Commencez pas à vous acharner sur moi. Hein. Il fait un problème, on s'acharne, et le voilà reparti. Toujours dépendant du respirateur, évidemment, etc. Et ce type, quand on l'interroge, il dit, c'est une 2e vie, c'est un cadeau de la vie. Inattendu. Maintenant, vous avez d'autres histoires du même genre, où les gens portent plainte, et c'est dégueulasse, et j'avais demandé, ça n'a pas été respecté. Évidemment, vous avez les autres histoires, hein, donc ça je sais bien aussi que ça existe, hein, mais vous avez ces quelques cas qu'on peut rencontrer dans une vie professionnelle. Quand vous avez ces cas-là, mais est-ce qu'il faut finalement respecter la liberté des gens, leur autonomie, c'est-à-dire leur désir? Alors, il y a des cas où ce sera non négociable, c'est une évidence, il faut respecter parce que voilà, on est dans des conditions où c'est clair. Mais quand vous êtes dans l'hésitation, le type ne veut pas, mais c'est dommage, par exemple. Est-ce qu'il ne faut pas, de temps en temps, donc, ne pas respecter cette soi-disant autonomie que le type a et prendre le risque, comme ce médecin ici, hein, prendre le risque de lui donner une chance de vivre en plus, qui est tout à fait à la portée, donc qui médicalement est tout à fait... Donc c'est pas l'opération farfelue hein, où il y a une chance sur 1000. C'est une bêtise qu'il faut faire, le type n'en veut pas, il faut le faire quand même, quoi. Est-ce qu'il faut toujours... Donc la question, vous avez compris, c'est est-ce qu'il faut toujours respecter la volonté des gens? Alors, je vous laisse libre de penser. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Moi, je ne suis pas médecin, donc évidemment, moi, j'ai beau jeu ici. Hein, mais n'empêche que dans ce que j'entends des soignants qui ont été confrontés à ce monsieur notamment, une fois que vous avez vécu, donc quand vous avez vécu une fois dans votre vie un cas pareil, le prochain qui ne veut pas être soigné, on a une hésitation. Et la loi, je veux bien, mais
Vous voyez, et du coup, on ne sait plus. Et là, vous êtes de nouveau, par conséquent, dans l'éthique. C'est-à-dire, il n'y a pas de recette toute faite. Moi, je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire, mais il faut bricoler pour essayer de voir entre nous, hein, quand on est dans une équipe, mais qu'est-ce qu'on estime être le plus juste quand on est dans des cas où on entend bien la demande, mais on trouve que c'est tellement bête, enfin. C'est quelqu'un qui va se compliquer la vie, voire qui va se mettre en danger. Est-ce qu'il n'y a pas là une obligation quand même de le convaincre, et si on ne veut pas, tant pis, de forcer le truc, quoi. Mais il faut le faire en connaissance de cause, hein. Vous ne savez jamais comment ça va se terminer, et vous n'êtes jamais à l'abri d'un type qui va porter plainte, évidemment, hein. Et c'est là qu'on voit bien que on ne sait pas très bien comment faire, bien évidemment. Ça, c'est un premier cas. Donc, c'est tout ce qui est consentement avec information et refus. Il y a des refus qui sont interpellants, hein, quand il n'y a pas d'hésitation possible, voilà, c'est tout, on le fait. Mais il y a tous ces cas où, effectivement, là, vous allez être confronté à votre conscience et à ce qu'il faut faire. Dire et décréter, en tout cas, moi, c'est ça que ça suscite comme réflexion, qu'il faut toujours respecter l'autonomie, surtout quand on ne sait pas ce qu'est cette autonomie. Moi, j'ai l'impression que c'est un jeu de dupes qu'on joue, quoi, hein. Mais maintenant, c'est le jeu qu'on nous demande de jouer, hein, donc il faut être réaliste, hein, avec des sanctions à la clé si on ne le joue pas. Mais avec ces histoires-là, on se dit, mais il y a peut-être des gens qui sont morts, qui seraient encore vivants si on avait eu le courage, hein, d'aller au-delà de la désespérance dans laquelle ils sont à ce moment-là, et qui est bien compréhensible, bien évidemment. Maintenant, à côté de cela, donc ça c'est le thème classique qu'on peut développer, mais enfin peu importe, à côté de cela, vous avez maintenant toutes les autres situations où on nous dit toujours la même chose, qu'il faut respecter la liberté, l'autonomie des gens qu'on a en face de soi, mais c'est impossible de respecter évidemment l'autonomie de l'un sans nuire à l'autonomie de l'autre. Hein, quand vous avez un entourage, des familles, etc., par conséquent. Hein. Je vais vous raconter 2-3 histoires, ou une seule avec le temps, vu qu'il est tard. Première situation, qui m'a été racontée la semaine passée. Donc là, plus chaud que ça, il n'y a pas moyen. Enfin, plus chaud, ça c'est une façon d'en parler, mais parce que la personne est froide maintenant, mais enfin... maison de repos. Mais c'est une histoire, j'essaye d'en rigoler parce que c'est tragique comme c'est pas possible, c'est à se demander comment c'est possible des trucs pareils. Maison de repos, une personne âgée, donc c'est, il y a peut-être 3 semaines maintenant, rentre en maison de repos après avoir eu un parcours hospitalier très lourd. Je n'ai pas retenu la pathologie dont elle souffrait, ou les pathologies dont elle souffrait, parce que c'est pas ça l'enjeu. Mais enfin, elle a un parcours hospitalier qui est lourd, et cette personne, au moment de l'admission en maison de repos, dit très clairement, elle a toute sa tête, en tout cas, si jamais je fais une complication, maintenant pour moi l'hôpital c'est fini, qu'on me foute la paix, je veux partir. Donc, à l'accueil, la personne qui raconte l'histoire dit on en vient parfois à parler de ce sujet-là, mais d'emblée, comme ça, quand la personne arrive, c'est un peu rude. Mais enfin, bon, voilà, elle le dit. On le note. Donc, il y a un document. Le médecin traitant est au courant et on avertit la famille, pour être sûr. Parce qu'ils sont déjà fait avoir, donc on n'aura pas 2 fois. Hein. Donc, tout le monde est au courant. Alors, écoutez bien. 2 jours plus tard, elle fait une complication. Donc on n'a même pas le temps de l'apprivoiser, d'apprendre à la connaître, de savoir qui est cette personne. Paf, 2e jour, ça y est, c'est reparti pour un tour. La dame a toute sa tête, malgré le fait que sa situation, donc je ne sais plus ce qu'elle avait, mais enfin bon, ça s'aggrave et on voit bien que si on ne fait rien, elle va mourir. Et donc elle dit, je ne veux rien. Hein. Et l'infirmière qui est là dit, non, c'est bien noté, il n'y a pas de souci. On avertit évidemment la famille, la fille arrive. Et on lui dit, écoutez, donc, au téléphone, on lui a déjà dit, écoutez, ça ne va pas du tout, donc à mon avis, elle va bientôt partir, etc. La fille, qu'est-ce qu'elle dit? Vous l'envoyez à l'hôpital, hein? Alors, on vient avec le papier, mais elle a dit, vous le savez, on vous a prévenu, et elle l'a écrit, elle ne veut pas. Bon, ça, on s'en fout, hein? Hôpital, tout de suite. Et vous vous retrouvez donc, et l'infirmière qui racontait ça l'expliquait bien, hein, donc je me retrouve avec la volonté de la patiente, qui est toujours consciente, malgré son état qui se dégrade, et qui dit, je ne veux pas y aller, hein, et vous avez la fille, alors, c'est pas pour dire du mal, mais c'était une infirmière, bon, la fille qui insiste, enfin ici, voilà, c'était une soignante, quoi, donc elle connaît bien la boutique et tout ça, donc elle pourrait être sensible, parce que c'était d'autant plus interpellant, quoi, hein, c'est quelqu'un qui est formé, qui sait ça, la volonté des patients, tous ces machins-là. Mais c'est sa maman ici, évidemment, hein, ça change tout, bien sûr, et donc il faut l'envoyer à l'hôpital. Si vous ne le faites pas, je vous poursuis, et c'est moi qui appelle l'ambulance. Du coup, l'infirmière prise là-dedans, donc vous voyez bien, voilà, vous avez 2 personnes, 2 volontés différentes. Qu'est-ce que vous faites? Normalement, ce n'est même pas un débat éthique. Ce qu'on dira, c'est la patiente qui prime, enfin la résidente ici. Hein, mais toujours est-il que devant la violence de la fille, eh bien l'infirmière a dit, eh bien j'appelle une ambulance.
Et alors elle ne l'a pas digéré, pourquoi? Parce que donc l'ambulance vient, on l'embarque, et dans ce qu'elle saura par la suite, dans l'ambulance, elle meurt. Voilà. Mais n'empêche que, vous voyez, c'est facile de dire, on doit respecter, donc c'est ça que racontait cette histoire, hein. C'est facile de dire, il faut respecter l'autonomie des gens. Mais quand cette autonomie des gens rentre en concurrence maintenant, avec ici un entourage qui est véhément et qui ne se laisse pas faire, c'est l'autonomie de qui qu'on respecte? Enfin, c'est la volonté de... C'est pas une question d'autonomie, c'est la volonté de qui qu'on respecte. Vous comprenez? Ben, dans les faits, enfin, je suppose que vous pourriez en témoigner, hein, il y a des fois où vous avez connu des cas qui ont été vécus par des collègues, on sait bien qu'on devrait faire ça, mais tant pis, la famille est toujours... Hein, autre exemple que je vous donne, une famille turque. Donc là, c'est des soins à domicile. Et là, vous allez voir, ça complique encore plus les choses par rapport à la notion d'autonomie. Donc un médecin généraliste, médecin traitant depuis des années, connaît bien cette famille, donc il fait partie du sérail, si vous voulez, enfin voilà, c'est le médecin de famille, quoi. Hein. Et la maman, qui devient âgée, a un cancer, son état se dégrade, et on s'achemine tout doucement vers la fin de vie. Donc l'idée, c'est de mettre en place des soins palliatifs à domicile, etc., etc. Dans cette culture-là, donc c'est des gens qui viennent d'une certaine... Je ne sais pas si c'est partout en Turquie ou non... Enfin, en tout cas, ces gens viennent d'une région de Turquie où c'est comme ça que ça fonctionne. Une fois qu'on sait qu'une personne va mourir, donc quand elle ne meurt pas de mort violente, eh bien, la coutume, le rite, c'est on l'isole. Et on ne lui parle plus, c'est fini. Et c'est la famille qui s'occupe de tout. Donc on vient toujours la voir pour la nourrir et tout ça, la soigner, lui faire sa toilette, hein. Mais elle ne participe plus à rien. C'est comme ça qu'elle comprend que c'est fini. Et la famille fait ce qu'elle a à faire. C'est son devoir à elle. Si elle ne le faisait pas, ça n'irait pas. Ce serait manquer à sa responsabilité. Donc chez eux, c'est comme ça que ça s'organise. Bon. Mais donc vous êtes le médecin là-dedans. Tout féru de droit du patient, où le patient, tant qu'il est capable, c'est lui qui décide. Hein, je dois respecter sa liberté, son autonomie. Et ici, je me retrouve dans une famille où le rite, c'est précisément de nier cette autonomie. En tout cas, de la rendre impossible. Vous faites quoi? C'est bien beau de dire on respecte la liberté des gens, mais est-ce qu'il faut donc finalement violer, pour le dire simplement, la loi sur le droit des patients, à ne pas respecter ce qu'on est censé faire dans ces cas-là, donc se mettre en infraction? Il n'y a personne pour porter plainte, hein, on s'en fout, mais je me mets en infraction par rapport à ce que veut l'usage habituel pour respecter un rite qui me semble éventuellement, hein, disait le médecin ici, qui me semble un peu, pas barbare, je connais bien cette famille, c'est des gens gentils, mais non respectueux vis-à-vis de la personne qui va mourir, quoi. Vous voyez, qu'est-ce que vous faites dans un cas pareil? J'imagine que si vous travaillez en hospitalier, il peut y avoir des gens de cultures différentes où on se rend bien compte que c'est pas... Hein, quand vous avez des systèmes familiaux patriarcaux, où c'est monsieur qui décide de tout. Oui, mais madame, elle est majeure, elle peut quand même dire ce qu'elle veut, quoi. Hein. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites dans un cas pareil? Est-ce que vous dites, monsieur, vous dégagez, et on discute avec madame, mais même si vous le faites, hein, vous comprenez bien que c'est un jeu de dupes. Parce que est-ce que madame osera dire et faire surtout? Parce que le dire, elle n'osera peut-être, mais faire ce qui raconte la volonté de monsieur. Et donc comment vous faites par rapport à des trucs pareils? Donc c'est bien beau de dire il faut respecter l'autonomie. Ben voyez, voilà, ça c'est encore un cas où ça devient de l'éthique. Je ne fais pas ce que ma morale me dirait de faire hors contexte. La loi, c'est difficile de la respecter ici. Comment être le plus juste possible quand on est embarqué dans une culture ici ou dans des demandes où l'autonomie de l'homme manifestement est niée parce que ça ne fait pas partie du schéma, hein, de ces gens-là, bien évidemment. Je vous donne un dernier exemple. Il y en a encore d'autres, mais enfin bon, vous avez compris l'idée. C'est un cas qui est arrivé dans un hôpital, soins palliatifs, une maman donc qui est là, sa mort n'est pas imminente. Elle est légèrement confuse, mais elle comprend encore ce qui lui arrive. On peut encore parler avec elle, mais enfin voilà, ça devient plus compliqué malgré tout. Elle en a pour quelques semaines, manifestement. Et pendant qu'elle est hospitalisée et mourra probablement donc là en soins palliatifs, voilà qu'il arrive quelque chose de tout à fait étonnant. Son mari, qui allait bien jusqu'alors, tombe mort. Et vous avez la fille qui arrive en soins palliatifs catastrophée, et voici ce qu'elle demande à l'équipe soignante. Surtout ne dites pas, maman, que son mari est mort. Donc que mon papa est mort. Alors vous êtes pris là-dedans. Vous faites quoi? Parce que vous imaginez bien, donc ça je suppose que c'est une évidence, l'information quand même qui concerne le mari de madame, ça concerne madame, quoi. Enfin, de la priver c'est pas évident. Surtout qu'on a une dame là, donc qui commence à être un peu dans le brouillard, mais qui est tout à fait
enfin, on peut encore discuter avec elle si on prend le temps de le faire, et c'est une dame qui, lors de chaque soin, demande toujours « Et mon mari, il est où ?» Et donc la fille vient en étant éplorée, en disant « Je ne veux surtout pas qu'on lui annonce parce que ça va l'achever », mais c'est surtout elle, évidemment, qui est surprise, évidemment, qui est abattue par ce qui arrive, parce que c'était pas lui qui devait mourir. Bon, donc, elle se retrouve avec un mort là, et puis maintenant il y a le suivant qui va bientôt arriver. Enfin, bon, elle est complètement perdue, la dame. Hein. Donc, est-ce qu'il faut respecter... Vous voyez bien, c'est pas sa volonté à elle, c'est sa souffrance à elle. Hein, donc on est bien dans quelque chose de déterminé entre guillemets, enfin bon, peu importe ici, mais est-ce qu'il faut respecter sa souffrance à elle, et donc, ben oui, c'est trop dur peut-être de prendre le risque de le dire à madame, et que ça rende triste madame, ou que ça aggrave sa situation, donc on respecte la fille, ou bien, non, 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 ça tant pis pour vous, mais en attendant, votre maman a le droit de savoir que son mari n'est plus là. Impossible de respecter les deux volontés, évidemment. Ben voilà, vous êtes dans un cas éthique où on va vous demander, et peut-être que chacun aurait des solutions différentes les uns des autres, hein, mais on fait ce qu'on peut dans ces cas-là. Donc c'est vrai que le thème de l'autonomie, hein, donc respecter jusqu'où l'autonomie, ben, moi je ne peux pas vous donner de recette, la seule chose que je peux dire ici, maintenant après on peut développer, parce qu'il y a des manières de le faire, mais c'est en tout cas de voir que ça ne va pas de soi, d'abord parce que pour des raisons théoriques, ça ne va pas de soi, mais après sur le terrain, c'est un problème, ça devient vite un problème aussi, et il n'y a rien à faire, vous ne respecterez jamais l'autonomie de tout le monde, surtout quand les autonomies sont évidemment concurrentes. Voilà, je m'arrête ici. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Maintenant, avec le temps qui nous reste peut-être, enfin, je ne sais pas si on a jusqu'à 9h, bah, il est 9h. Bon. Ce que j'allais dire, si vous aviez des questions. Oui. Est-ce qu'on peut comprendre aussi dans le sens que finalement, pour la pratique de médecin, informer, on veut faire comprendre évidemment les avantages, les inconvénients de telle ou telle alternative, peut faire germer chez le patient au fond la nécessité d'une alternative particulière dans son choix, et donc finalement, oui, c'est-à-dire, donc pour que je puisse, donc ça nous ramène au débat théorique. Pour que je puisse choisir, il faut bien que j'ai une cause qui m'amène à pouvoir choisir une alternative, hein, enfin un des termes de l'alternative, quoi, si vous voulez. Et donc c'est bien une nécessité par conséquent. Hein, donc c'est l'histoire du chocolat ou des épinards que je vous racontais. Si je suis sucré, forcément, c'est une nécessité que je ne vivrai pas comme une contrainte, mais c'est une nécessité qui fait que. Donc si vous êtes d'accord pour dire que tout ce qui se passe dans le monde obéit toujours à au moins une cause qui l'explique, ben, si vous acceptez ça, ce que vous acceptez sans peut-être même l'imaginer, c'est que vous reconnaissez donc que tout ce qui se passe dans le monde ne peut pas ne pas se passer. Alors, si vous allez plus loin, donc, parce qu'on parle de Spinoza ici, donc Spinoza connaît très bien les stoïciens, et du coup ça vous emmène, alors ça c'est dans des sagesses, hein, donc c'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris que le monde, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un, et qu'il est comme il doit être, il ne peut pas être autre. D'accord? Mais nous sommes dedans. Et si par exemple vous le trouvez mal fait, vous ne pouvez pas ne pas le trouver mal fait, c'est-à-dire que c'est votre vie qui fait que vous le trouvez mal fait et vous ferez tout pour le changer. Hein, donc ça n'empêche pas qu'on va essayer de le changer. Mais si vous admettez que le monde donc obéit à des lois nécessaires, à des causes qui font qu'il est comme il est et qu'il ne peut pas être autre, eh bien ce que les stoïciens rajoutent eux, c'est quoi? C'est de dire, eh bien si vous voulez être heureux dans la vie, vous devez apprendre à aimer ce monde comme il est. Et comment on peut aimer ce monde comme il est? Eh bien, ça passe en fait, donc ça c'est tout un cheminement, mais ça passe en fait par un deuil. Et par un deuil de quoi? Par un deuil du monde que vous voudriez bien. Parce que souvent, le monde nous semble injuste à la lumière de ce que nous voudrions bien que le monde soit. Et alors on dit, du coup, il est mal fait, le monde. Mais non, il est mal fait par rapport à ce qui n'existe pas, qui est ce que j'ai dans ma tête. Donc, si vous vous libérez de ce qui n'est que dans votre tête, qui vous rend malheureux, en plus, puisque du coup, je souffre du monde comme il est, donc si vous renoncez à ce qui n'existe pas, on ne vous demande pas de renoncer à ce qui existe, hein. Mais si vous renoncez à ce qui n'existe pas, à ce moment-là, ben, vous êtes dans le monde, c'est vrai, avec du bien, avec du mal, bien sûr, avec des choses qui sont peut-être même détestables, mais c'est ce monde-là dans lequel il faut bien vivre. Et puis, il y a des choses qui me choquent, ben, je me battrai pour essayer de le changer. Je n'y arriverai pas, ben, c'est que la nécessité sera plus forte que moi. Et c'est bien que ça soit comme ça. Donc, quand on arrive à voir les choses ainsi, hein, donc, et chez Spinoza, vous avez ça. Hein, donc, quand on arrive à comprendre la nécessité du monde à partir de Dieu, de Dieu ou la nature, jusque donc dans tous les détails, eh bien, on comprend que tout est à sa place, dans le fond. Même si
en même temps, parce qu'il faut quand même rester réaliste, hein, chez Spinoza vous avez ça, même si maintenant, de mon point de vue à moi d'humain, il y a des choses que je ne peux pas accepter. Mais du point de vue de l'ensemble, le monde ne peut pas être autre. Vous voyez ? Et donc, on vous dira, les sagesses, c'est quoi? Donc, ce n'est pas des choses abstraites. Hein. La sagesse, c'est d'arriver à sortir de son petit point de vue humain, qui néanmoins est important, parce que nous sommes des hommes ou des femmes, et donc, c'est un point de vue qu'il faut garder. Mais c'est arriver à le relativiser, si vous voulez. Donc, de mon point de vue d'humain, ce qui me fait mal, ben, pour moi, c'est mal, il n'y a rien à faire. Mais du point de vue de l'ensemble, étant donné l'ensemble des causes et des effets qu'il y a dans le monde, les choses ne peuvent pas se passer autrement quand même. Et donc, elles sont justifiées. Vous voyez ? Et quand on arrive à avoir ce dédoublement, ben, en tant qu'humain, je me bats, mais je sais que quoi qu'il advienne dans mes combats, il se passera ce que le monde doit être. Et de ce point de vue-là, c'est bien. Mais pas de mon point de vue, mais de ce point de vue-là, c'est bien, en tout cas. Oui, alors à ce moment-là, il y a un détachement. C'est-à-dire que, vous voyez bien, donc ça c'est important. Enfin bon, je ne sais pas s'il faut parler de ça, mais donc c'est un détachement, parce que ça veut dire qu'on peut résister ou qu'on n'est pas anéanti par les injustices du monde, mais c'est un détachement qui ne vous prive absolument pas de l'obligation de vous battre pour que ça soit mieux. Mais si ça ne marche pas, c'est parce que ben, le monde étant ce qu'il est, ben voilà, votre place n'était pas la bonne place pour changer les choses. Mais vous avez fait ce que vous aviez à faire, c'est tout. Et vous voyez, à ce moment-là, on peut survivre. Hein, ou sinon, ben, c'est vrai qu'on se détruit, qu'on se fait du mal, qu'on est désespéré. Enfin, et alors là, c'est et c'est comme ça que ces gens-là vous diront, dans le fond, quand nous sommes malheureux, de ce point de vue-là, hein, parce que c'est un peu exagéré, je trouve, mais c'est vrai qu'en grande partie, on se rend malheureux soi-même. Hein, vous comprenez pourquoi? Parce que je continue à rester accroché à ce que je voudrais bien que le monde soit, qu'il n'est pas. Et ça, c'est une idée qui est dans ma tête à moi. Donc, c'est de ma responsabilité. Voilà. Et donc, c'est d'arriver à se déprendre de tout ça, enfin. Voilà. Mais donc, la nécessité n'est pas une fatalité, puisque, une fois encore, une fois que vous avez compris que tout est nécessaire, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut essayer d'apprendre à aimer le monde comme il est. Quand vous avez compris que tout est nécessaire, quand vous faites de cette nécessité votre vie, hein, souvenez-vous, on est toujours déterminé. Mais quand je me réapproprie mes déterminismes, hein, pour le dire comme on le disait tantôt, je n'en souffre plus. Hein, donc l'exemple que je donne parfois pour faire comprendre ça, c'est pas un bon exemple, mais enfin, vous respirez. On est constitué comme ça, donc vous êtes déterminé, vous n'avez pas le choix, il faut respirer, tant qu'on est vivant, on respire. Mais dans les situations ordinaires, quand on ne souffre pas, en tout cas de problèmes respiratoires, ben, on est tellement identifié depuis notre naissance au fait de respirer, ben, qu'on n'y pense même pas, c'est un déterminisme qui est là, qui me fait vivre, et ce n'est pas une punition, je ne le vois même plus. Quand je suis malade, ça c'est autre chose, mais tant que je ne suis pas malade, voilà, c'est un déterminisme qui s'est fondu dans ma vie, et c'est ce que je suis, et je vis à partir de là. Ben, quand c'est la nécessité du monde maintenant, même chose. Quand j'arrive à en faire ce qui est ma vie, et il n'y a pas d'autre vie que celle-là, donc je n'ai pas regretté quoi que ce soit, c'est ainsi et pas autrement, eh bien ça devient comme la respiration, mon monde et ma vie, et je n'en souffre plus. Ça ne veut pas dire que je suis indifférent à tout, mais j'ai raison d'être indigné par certaines choses et je n'ai pas à en souffrir, et j'ai raison de jouir de certaines choses parce qu'elles sont plaisantes, effectivement, et il n'y a pas à en faire toute une... Voilà, c'est comme ça et c'est très bien que ça soit comme ça. Donc c'est un peu la même idée, quoi. Enfin. Et alors c'est vrai que maintenant, pour revenir au monde de la santé, ça veut dire que quand on soigne, qu'est-ce qu'on fait? Même en soignant physiquement hein, quelqu'un, ben, ce que l'on fait quand on essaie de le comprendre à travers ce genre d'approche, mais on n'en a pas l'habitude, donc ça peut paraître abstrait évidemment, mais on aide tout simplement quelqu'un à se réapproprier ce qu'il est devenu de par la maladie. C'est ça qu'on fait. Hein, donc j'ai un bras cassé, c'est insupportable, et quand on me répare mon bras, avec un antidouleur, etc., ben, on essaye de faire en sorte que je puisse me réapproprier ce que je suis devenu, qui est devenu une contrainte pour moi insupportable. C'est pour ça qu'on lutte contre la douleur et tous ces machins-là. Donc si vous deviez jouer avec ceci pour aller plus loin, on vous dirait, donc ben, c'est vrai que donc, soigner, c'est pas faire ce qu'un patient a demandé librement, parce qu'il a le droit de le demander si on peut lui donner, hein, et on résumerait le soin à voilà, une relation, on va passer un contrat ensemble, quoi, si vous voulez, hein, ce genre de truc. On vous dira non, c'est vrai que c'est un contrat, enfin, on ne dit pas que c'est faux, mais on vous dit c'est trop court. Maintenant, quand j'essaye de soigner quelqu'un, j'essaye de l'aider à se réapproprier la nécessité, qui est la sienne à ce moment-là, pour qu'il n'en souffre pas, tout simplement, le moins possible. Oui, enfin voilà, donc à partir de là, on peut régler. Enfin, c'est une autre façon de parler de choses. Hein. D'autres questions ou remarques ou... Je vais donner un exemple d'éthique pratique que vous avez appris avec le médecin. On a eu un cas comme ça. C'était dans une famille très religieuse. Tout le monde entend bien? Parce que, parce qu'il y a un micro, c'est pour ça que je pense à ça. Oui,
voilà. Je voulais parler d'un exemple que l'on a vécu dans notre hôpital. Une micro-marche. Qui est assez... Alors, je vais le mettre... Ça marche, hein. Je vais l'augmenter. Il n'y a pas un bouton... Ah oui, voilà, oui. Voilà, donc pour donner encore une illustration d'un cas qu'on a vécu à l'hôpital. Donc c'était une femme enceinte qui devait accoucher. Malheureusement, l'accouchement se présentait mal puisque l'enfant était en siège. Et donc le gynécologue devait poser évidemment une césarienne. Mais voilà, il se fait qu'elle était d'une religion où la césarienne était interdite. Et le mari était là qui a dit « Je refuse de faire qu'on fasse la césarienne chez cette patiente ». Et donc la femme hurlait et criait, on essayait par tous les moyens de diminuer sa douleur, mais il n'y avait rien à faire, le type refusait intégralement, et la femme, évidemment, elle ne savait que dire ni que faire, bon, elle avait mal, donc elle n'avait pas beaucoup la possibilité de penser, et donc évidemment, on voyait le danger, et la femme et l'enfant allaient mourir, et donc on a appelé le procureur du roi nous a envoyé finalement à la police. Le mari a été pris de force, il s'est débattu, enfin vraiment, il a montré qu'il voulait absolument pas partir. Finalement, avec 3 gendarmes, enfin 3 policiers, ils l'ont emmené au cachot. Il est resté une nuit au cachot. Pendant ce temps-là, on a opéré la femme. Et le lendemain, il est arrivé et il était tout joyeux. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on lui avait trouvé une porte de secours parce que devant sa communauté, il pouvait... Allez, c'est la police, la tête c'est haute, l'hôpital. en disant moi j'ai fait tout ce que j'ai pu pour éviter ça, mais voilà, bon, m'a emprisonné, donc c'était... Eh ben oui, évidemment. Ça... Oui, voilà. Mais comme quoi, hein, vous voyez, tout à fait. Oui. Très bien. D'autres... Non ? Je voulais juste... En philosophie, est-ce que vous proposez quand même des solutions pour ce soignant ou cet être humain qui est déterminé justement à un peu utiliser ce que vous avez dit à la fin, c'est d'accepter la réalité telle qu'elle est. Est-ce que la philosophie, elle explique juste ce qui se passe comme fonctionnement de l'être humain, ou bien elle peut aller jusqu'à comment aider cet être humain à être conscient de cette réalité dont il est, dans cet enfermement, cet déterminisme, et un jour dépasser ça. Et voilà, je ne sais pas si... donc, oui, hein, enfin, donc vous me dites si je ne réponds pas à votre question, mais là c'est tout l'aspect de la philosophie pratique, quand elle devient sagesse. Donc ce n'est pas que de la théorie, hein, parce que là, effectivement, moi je peux en parler pendant des heures, donc ça c'est mon métier. Mais alors maintenant, il y a tout le volet où, en fait, la théorie, ce n'est que le résidu, si vous voulez, d'une démarche qui est beaucoup plus globale et qui est l'art d'essayer de se réconcilier avec soi-même et le monde comme il est. Et donc c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure rapidement le thème du deuil. Donc en fait, les philosophies qui sont des sagesses, ce sont des deuils organisés. Donc, c'est-à-dire qu'on fait quoi? Ce que l'on fait, c'est ce que je vous ai fait un peu aujourd'hui, dans le fond. Hein, enfin, ici, c'est à propos de l'autonomie, ça s'y prête moins, mais c'est donc d'abord d'interroger nos convictions, nos évidences. Alors, il y a des évidences qui sont des évidences qu'on ne peut pas changer. Donc, voilà, celles-là, on les garde bien précieusement. Et puis, il y a toutes nos illusions qui viennent malheureusement parasiter notre vie générale, parce qu'on rêve la vie, ça ne marche pas comme ça dans la réalité. Bon, donc c'est d'abord de dénoncer les illusions, penser, ça vous avez vu à l'école, j'imagine, c'est Descartes. Descartes, si vous lisez les méditations, il commence comment? On va douter de tout. Et il y a des choses qui sont évidentes, moi je vais vous montrer que c'est quand même douteux. Hein, ce qu'on ferait aujourd'hui, hein, quand on dit les sciences aujourd'hui, ce sont que des représentations, etc., on fait ce travail de remettre chaque chose à sa juste place, quoi, si vous voulez. Hein. C'est pas en dire du mal, c'est juste dire ce que sont les choses. En tout cas, on prétend dire les choses comme elles sont. Mais en attendant, ça veut dire que donc, on dénonce les illusions auxquelles on était accroché parce qu'on est éduqué comme ça, parce que ceci, parce que cela. Et ce que fait la philosophie, c'est croire qu'en dénonçant les illusions, en les interrogeant, en les remettant en question, eh bien, quand on arrive à se persuader soi-même que c'est vrai que dans le fond, il y a un problème, eh bien, on a déjà commencé à se décoller un peu, si vous voulez. Et que donc, si on continue à méditer,
eh ben, à un moment donné, par exemple, l'histoire de la liberté, de l'autonomie, a supposé que ça soit juste ce que je vous ai raconté. Hein, donc ça, c'est à vous à apprécier. Mais plus vous allez creuser et plus, si vous ne trouvez pas une faille dans ce que je vous ai raconté, que vous dites, mais dans le fond, c'est vrai, hein, imaginons que ce soit le parcours que vous suivez, à un moment donné, vous ne pourrez plus y adhérer. Et donc voilà que vous vous êtes libéré, effectivement, d'abord de choses qui n'existent pas, qui sont liées à notre culture, enfin, etc. Et puis après, dans les phases, donc ça ne s'arrête pas à ça. Après ce que l'on fait, hein, vous pouvez de nouveau penser à Descartes, ça c'est la première méditation, il y en a 6 au total. Et qu'est-ce qu'il fait dans les 5 suivantes? Après, il faut réapprendre à s'ajuster à la réalité maintenant. Et ça, c'est la deuxième partie de la sagesse. Et c'est vrai que ça ressemble curieusement, maintenant si vous le dites dans un vocabulaire d'aujourd'hui qui n'est pas trop philosophant, ben on vous dira, ben c'est un chemin de deuil. Donc qu'est-ce que c'est qu'un deuil? C'est mourir à tout ce qui n'est pas, à ce qu'on n'est plus. Hein, par exemple, si je perds mon conjoint, ben je ne suis plus le conjoint de mon conjoint, puisque pour être un conjoint, il faut qu'on soit deux. Donc je meurs à ce que je ne suis plus pour renaître à ce que je suis devenu. Ben, la philosophie, elle veut nous faire mourir à ce qui n'est pas pour essayer de nous aider de renaître à ce qu'on vit depuis toujours, mais qu'on ne sait pas. Hein, donc par exemple, on se croit, enfin, si vous reprenez le thème ici, hein, je me crois autonome, et si vous creusez et que vous arrivez aux conclusions auxquelles j'arrive moi pour l'instant, ben, à un moment donné, ben, c'est vrai que c'est plus possible de se comprendre ainsi. C'est même avoir l'impression et la certitude que plus je me comprends comme ça, moins je sais qui je suis. Parce que tout ce que je le fais pour des raisons évidemment qui me traversent, hein, et je ne les vois pas quand je dis que je suis libre. Et du coup, ben, maintenant, ben, qui suis-je? Hop, et c'est parti. Vous voyez, donc c'est un mouvement qui c'est toujours ça. Et ce qui est vrai maintenant, pour faire un lien avec votre secteur à vous, ça j'en parlais encore il y a quelques jours, tiens, justement, ben, combien de personnes ne disent pas, qui ont vécu des maladies graves ou quoi, que elles, le chemin qui les a remis, semble-t-il pour elles, c'est ce qu'elles disent, hein, qui les a remis, enfin, qui les a aidés à se recentrer sur l'essentiel, c'est la maladie. Pour certains, il y a des patients, non, hein, ils vont jamais vous parler, mais il y en a certains qui vous disent, bah, moi j'ai pas eu besoin de méditer, tout ça, moi la philosophie, foutez-moi la paix avec ça, mais n'empêche qu'ils ont eu un autre chemin pour y arriver. Et tout d'un coup, hein, vous avez déjà entendu ces patients-là qui ont frôlé la mort et qui disent, bah, depuis qu'on a plus Dieu, maintenant, moi je me rends compte qu'il y a plein de choses que je faisais, voilà, enfin, c'était à côté de la plaque, quoi. Maintenant je fais des choses qui vraiment pour moi sont importantes. Ben, voilà, là c'est... Et c'est vrai que c'est ce qu'on doit reprocher à la philosophie. C'est que la philosophie, c'est vrai que c'est un chemin de deuil, enfin si on veut le dire ainsi en tout cas, mais la façon qu'on a de le pratiquer en Occident, ce n'est que de la théorie malheureusement. Donc c'est-à-dire que tout l'exercice qui consiste, enfin, quand vous lisez, hein, les anciens, quand ils racontaient ce que c'était la philosophie, c'est pas simplement lire un bouquin, quoi. C'est maintenant essayer de vivre. Et donc, oui, mais j'en ai marre et je voudrais bien continuer. Enfin, et c'est pas facile, et c'est de se battre dans son corps, si vous voulez, dans sa chair, avec ce qu'on découvre là, pour petit à petit le faire sien. Enfin, donc c'est tout ce cheminement pratique que nous, on a perdu. On a fait de la philosophie, quoi, une matière universitaire. Voilà. Et ça, c'est, je ne sais plus qui disait, c'est le mouroir de la philosophie. Les universités, c'est le mouroir de la philosophie. Ce ne sont plus que des machins, des théories qu'on apprend à étudier, à amener devant le prof, et puis qu'on oublie une fois que c'est fait, quoi. Et ça, c'est dommage. Maintenant, bon, ben voilà, c'est comme ça. Hein. Donc, tant mieux, moi, j'en envie, hein, parce que je suis pas... donc évidemment, mais c'est dommage parce que c'est tout le volet pratique qu'on perd, quoi. Hein. Et voilà, enfin, on est devenus des cerveaux sur pattes, quoi, si vous voulez. Ça, bon, c'est un peu... Et alors, du coup, si les philosophies ne le font plus, ben, il ne faut pas s'étonner que les gens vont chercher dans la culture orientale des trucs pour le faire, ou bien alors, quand même ça ne parle pas, bah, hypothèse ici, bah alors c'est dans les accidents de la vie que comme par hasard on va trouver ça. Oui, parce qu'il n'y a rien à faire, à un moment donné, plus vous vous éloignez, hein, donc une manière de le dire simplement, c'est quand on veut essayer de vivre sa vie, il faut essayer d'être aligné. C'est-à-dire ce que je pense, ma façon de le dire et ce que je vis, bah, il faut que ça soit le plus possible en résonance. Mais plus, hein, c'est l'histoire du carré et du rond de tout à l'heure, maintenant plus je vis un truc mais je dis autre chose, ben, à un moment donné, il n'y a rien à faire. Vous tirez sur la ficelle, hein, ma tête va d'un côté, mais mon corps va de l'autre. À un moment donné, ça casse. Hein. Donc forcément qu'il y a des gens qui ne s'y retrouvent plus. Donc voilà, c'est essayer de remettre les deux ensemble. Mais nous, on a fait de la philosophie qu'un truc qui est parfois complètement à l'ouest par rapport à la réalité de la vie. Et donc ça devient du n'importe quoi, évidemment. Hein. Ça, c'est triste. Mais donc il n'y a pas que la philosophie qui permet de le faire. Comment passer de cet égocentrisme de l'être humain de l'époque en vie à justement cette sagesse orientale qui est plutôt
le cœur, c'est l'altruisme, c'est donner. Et donc, ne pas penser qu'à soi, penser aussi à l'autre comme soi. Alors, la réponse que pour faire bref, la réponse que je donnerai, c'est la suivante. La solution au problème de la vie, c'est la vie. Donc, c'est-à-dire, c'est pas tellement par des discours, par de la morale bien pensante ou des sagesses qu'on raconterait comme ça qu'on aide les gens. Moi, j'ai l'impression que ce qui aide les gens, c'est ce que je viens de dire à l'instant, ce sont les épreuves de la vie. Donc ben voilà, je vis ma vie, on laisse causer les philosophes et tout ce que vous voulez. Moi, je vis ma vie, tant qu'il n'y a pas de problème, je vis ma vie. Mais plus l'écart est grand, qu'est-ce qui peut vous ramener en phase avec ce que vous êtes? Ben, c'est qu'à un moment donné, on se casse la figure. Bien souvent, j'ai l'impression, plus je vieillis, plus j'ai l'impression que c'est ça. Quand vous regardez le parcours de plein de gens, vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez, c'est cause toujours mon gaillard, je vis ma vie comme j'ai envie. Et puis ce qui à un moment donné va les faire changer d'orientation, c'est quand la vie va les rattraper, quoi. Et donc c'est de faire confiance dans la vie. Maintenant il y a des gens qui voilà, ils arrivent à se protéger, à se blinder, ils ne bougeront jamais d'une ligne. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, alors quand on dit c'est la vie qui est la solution à la vie, maintenant donc il faut être un peu plus concret. Ça veut dire quoi notamment? Et là on retrouve une responsabilité pour chacun d'entre nous. Parfois c'est une rencontre quand même. Donc parfois, donc bien souvent, j'ai l'impression que ce sont les accidents de la vie qui font que, non pas je vais changer, mais parfois quand on est, en tout cas en souffrance, ou qu'on est trop à l'ouest par rapport à ce qu'on vit, donc dans un décalage par rapport à soi-même, si vous voulez, c'est ça qui fait que parfois on est mûr pour entendre. Alors, je vais vous raconter la chose dans un autre sens. Il y a des sujets, quand je parle du deuil par exemple, il fut un temps quand je commençais à faire des recherches là-dessus, j'en avais fait un prétexte, ça me permettait d'avancer plus vite, un prétexte pour en parler dans les cours que je donnais à des jeunes étudiants, enfin des étudiants donc à l'université, quoi. Parce que voilà, on ne sait pas faire 1000 recherches, à la fois préparer un cours, faire des recherches, donc du coup on en fait une matière et voilà, comme ça on peut se concentrer sur le bazar. Et il se fait que j'ai retrouvé des étudiants, donc bien des années plus tard, et où on m'avait demandé de parler justement de ce sujet-là, le deuil. Eh bien, c'est une anecdote que je vous raconte qui est toute bête. Donc les étudiants viennent me dire, bon, enfin c'est plus des étudiants, donc c'est des gens qui vivent leur vie, puis ils viennent me dire, ah monsieur Longniou, j'étais à votre cours, machin, brol, et voici ce qu'ils me disent parfois, ils disent, eh bien ce que vous racontez, je me souviens qu'on l'a vu au cours, donc il y a 10 ans, il y a 15 ans, mais maintenant ça me parle. Oui, ben voilà, c'est une anecdote toute bête, parce que tout le monde a déjà vécu ça. Mais n'empêche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on voit des gens faire fausse route, parfois c'est nos enfants ou que sais-je, on leur fait la morale, cause toujours, quoi. Tant qu'ils ne sont pas mûrs pour l'entendre, et c'est là que la vie est la solution à la vie, ils n'entendront pas. Maintenant, ce qui est vrai, il y a une... Enfin, bon, je vais terminer, mais il y a une compensation qu'on peut... Enfin, on peut se rassurer d'une certaine façon, c'est que même quand les gens ne sont pas prêts, ça vaut parfois la peine de le dire quand même. Parce que le jour où ils seront prêts, peut-être qu'ils se souviendront qu'on l'a dit. Donc ce qu'on dit souvent, c'est ceci, c'est que, parce que vous avez des parents, des missionnaires, et c'est bien compréhensible, des gens qui disent « je lui ai déjà dit 20 fois et il continue à faire comme avant, ça ne sert à rien, moi maintenant je me tais, c'est tout. Je ne veux pas continuer à parler dans le vide, quoi. Mais donc ce qu'il faut répondre à ses parents, c'est continuer à le dire. Parce que si vous avez raison, si vous avez tort, vous demandez pardon à la fin, en disant voilà, je me suis trompé, j'ai cru que je t'ai cassé les oreilles avec ça, mais bon, je me suis trompé. Mais si vous avez raison, peut-être qu'un jour, ils s'en souviendront. Donc non pas que vous aviez raison, c'est pas le problème de vous, mais ils auront les mots pour penser ce qu'ils vivent. Parce que le drame, c'est ça, c'est quand on se tait et qu'on ne dit plus rien, les gens vivent des difficultés dans leur vie, mais si on ne leur a pas donné les mots, ils ne savent rien faire de ce qu'ils ont vécu. Donc dire, c'est important, même quand ça vient trop tôt, parce qu'on espère qu'ils ne vivront pas ces problèmes, mais s'ils les vivent, la première étape pour ensuite pouvoir en sortir, c'est au moins que je puisse penser ce qui m'arrive. Pas le penser intellectuellement, mais avoir un mot pour le dire, quoi, si vous voulez. Et donc c'est là qu'on a une responsabilité malgré tout. Donc même quand ça vient trop tôt, mais maintenant, donc voilà, dans les faits, c'est la vie qui est une solution pour la vie, parce que il faut attendre maintenant que je sois confronté à ça pour que tout d'un coup, je me souvienne que ça me parle et que ça m'aide éventuellement, bien sûr, quoi. Donc là, il y a une confiance, il y a une espèce de non-maîtrise, si vous voulez. Il y a une responsabilité que nous avons tous, vous avez des gens que vous côtoyez, que moi je côtoie, etc. On a tous, je pense, une responsabilité de dire ce que nous pensons le plus sincèrement, et puis les gens en font ce qu'ils veulent, mais je ne maîtriserai pas ce que les gens vont en faire, quoi, si vous voulez. Voilà, et là, il faut lâcher prise à un moment donné. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous.